Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 8e épisode d'Azure Newscast. Nous sommes donc en septembre 2021. Le dernier épisode, le numéro 7, avait lieu pendant l'été, au mois de juillet. Et donc on va reprendre notre rythme mensuel avec Nicolas et avec également Alex, qui n'est pas présent aujourd'hui pour des raisons simplement de santé. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et on va aujourd'hui avoir un épisode assez intéressant. Il sera toujours constitué d'une première partie sur en gros une revue du changelog d'AKS. Et ensuite, on aura un invité très intéressant qui va nous parler un petit peu de produits que vous avez certainement entendu parler. Et donc, je vais maintenir le suspense jusqu'à le présenter. Et donc, on aura effectivement pas mal d'informations sur des produits qui sont complètement liés à Kubernetes et qu'on peut du coup utiliser dans un environnement AKS. Salut Stan, bonjour Alex, et bonjour à tous. Très heureux d'être de retour pour cette nouvelle édition de cette nouvelle année. Et on va attaquer à fond. Donc, tu dis nouvelle année parce que chez Microsoft, les années fiscales commencent au mois de juin. Ou l'année scolaire aussi. Ou l'année scolaire, c'est vrai. Beaucoup de monde. On oublie toujours qu'on a des enfants. Allez, on est parti sur le changelog. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme petite nouveauté donc assez récente, mois de septembre, donc l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Scale Down Mode. Donc, le Scale Down Mode, il va vous permettre en fait, quand le cluster, l'autoscaling de Kubernetes va s'appliquer, ou le scaling manuel, quand vous allez réduire la voilure, donc faire du scaling, vous allez du coup pouvoir désormais avoir le choix. Historiquement, quand on faisait un scaling, en gros, les machines qui étaient enlevées du cluster étaient simplement supprimées. Désormais, on va avoir la possibilité de choisir entre je supprime ma VM quand le cluster rétrécit le nombre de VM à l'intérieur, le nombre de nœuds, ou alors, on va avoir la possibilité de désallouer les nœuds, c'est-à-dire que les nœuds seront effectivement arrêtés, mais les disques persistants associés, donc les disques système, vont rester. Alors ça a un intérêt principalement dans des environnements en fait où on a une dynamicité en termes du nombre de nœuds en scale-in et scale-out, et dans lequel on a beaucoup d'images en fait qui sont utilisées par les microservices et qu'on n'a pas envie chaque fois qu'un nouveau nœud et démarrer, de retélécharger l'ensemble des images. Ça permet également de gagner un peu de temps. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle option qui s'appelle donc le Scale Down Mode, avec deux paramètres, désalloué ou delete. Ensuite, si on continue, alors on a la ligne de commande run qui est désormais en JA. Je rappelle que cette ligne de commande AZ AKS avec derrière les commandes run permettent en fait depuis la CLI d'Azure d'envoyer en fait des ordres à l'API server, même si l'API server n'est pas exposé publiquement par un endpoint public. Donc typiquement, c'est assez intéressant dans des scénarios où on a un cluster en mode private, donc un cluster AKS en mode private, et où on a une solution de CI/CD qui est externe et qui n'a pas de connectivité directe en fait avec l'API server. Donc on va passer en fait par les API d'Azure qui elles après vont rediriger vers le cluster. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis on a, Nicolas, quelques changements. Alors bon, il y a toujours des mises à jour sur les composants là-dessus, mais également quelques changements sur les de comportement sur les labels. Voilà, Kubernetes, c'est une plateforme qui fonctionne à base de labels, c'est-à-dire tout ce qu'on peut instancier dans Kubernetes contient des métadonnées, les labels. Et Kubernetes, à la base, on peut le faire tourner n'importe où, dans un cloud, bien entendu, en managé, mais aussi à l'extérieur. Donc, ce qui explique qu'un certain nombre de labels, soit en lecture-écriture, mais dans un environnement cloud qui est managé, qui est piloté par des automatismes, et un certain nombre de ces labels ne doivent pas être modifiés. Et en l'occurrence, les labels qui ont un impact sur la topologie, le réseau, l'infrastructure. Donc, ces labels vont passer en lecture seule dans AKS. Donc, dans 99% des cas, ça ne va pas vous impacter, mais si vous aviez l'habitude de personnaliser certains de ces labels, attention, ils seront en lecture seule. Certains vont être retirés aussi, les bêtas par exemple, tout simplement parce que dans des prochaines versions de Kubernetes, ils vont disparaître, donc on les passe en lecture seule. Voilà pour les labels. Alors quelques releases également intéressantes. Enfin, intéressantes. Désormais, on a switché en Azure Policy V2 par défaut pour tout le monde.
Alors, je suis très embêté en fait avec cette annonce, parce que quand je recherche Azure Policy V2, j'ai 0 information dans Google, donc si c'est pas dans Google, c'est nulle part. Mais par contre, si, il y a une chose intéressante sur la partie, policy que je voulais citer, c'est que désormais, on a en preview le support des custom policy, pour, Kubernetes. Donc des policies custom, de gouvernance que vous allez, définir au niveau d'Azure Policy et que vous allez pouvoir appliquer au niveau du cluster. Donc vous ne serez plus maintenant limité uniquement aux policies qui avaient été définies, créées par Microsoft au niveau d'Azure Policy. On active au passage également TLS 1.2 sur les nœuds Windows et on désactive les vieilles versions de TLS, qu'on ne devrait pas avoir ce genre de choses qui traînent encore aujourd'hui en 2021. Dans les choses qu'on a retirées également, Nicolas. Voilà. Alors, moi, j'aime bien Bing quand je fais des recherches. Je trouve bien avec Bing aussi. Il n'y a pas que Ouais. Google dans la vie. Ben, il y a le retrait, en fait, enfin le retrait, l'arrêt des mises à jour donc des images basées sur Ubuntu 16.04. Donc, bon, je dirais maintenant, on en est à la 20.04, donc c'est la 3e version. Ça serait logique qu'on soit au moins passé à la 18.04. Voilà. Mais bon, pour des questions historiques, on peut imaginer que certains continuent à utiliser de la 16.04. Donc, attention, ces images ne seront plus mises à jour. Donc, je vous engage fortement à entamer une migration vers la 18.04, voire vers la 20.04, pour éviter tout souci et rester à jour, notamment des patchs de sécurité. Sachant que ça concerne principalement des personnes qui ont oublié de mettre à jour en fait leur cluster Kubernetes, Exactement. parce que quand on fait des mises à jour du cluster, on met bien entendu pas à jour les binaires sur chacune des images, on remplace les images, les VM par des nouvelles VM avec des nouvelles images. Donc normalement, ce cas de personnes qui ont des 16.04 devrait être là encore relativement faible. Et je crois que tu nous avais fait un dossier sur les mises à jour, justement, Oui, dans un numéro précédent. je crois que c'était le numéro 1 d'ailleurs qu'on avait lancé. On est en 1.21 aujourd'hui, en JA, d'accord, sur la partie Kubernetes. La 1.22 devrait prochainement arriver à l'état de preview pour ceux qui ont envie de tester. Et puis également, Nicolas, je crois qu'on a quelques changements sur ceux qui utilisent des worker nodes Windows. Windows. Et oui, Kubernetes, c'est pas que Linux, c'est aussi du Windows. Le cœur en fait de Kubernetes ou des orchestrateurs à base de containers, ce qu'on appelle le runtime, donc la brique logicielle qui fait l'interface entre le système d'exploitation et les API qu'on expose. Et on a plusieurs runtime. Il y avait le runtime Docker, il y a le runtime Containerd. Sous Windows, on utilisait un runtime Docker et on vient d'annoncer qu'en fait, on allait basculer, qu'on supportait en fait maintenant Containerd sous Windows et que de toute façon, le runtime Docker allait être retiré de Kubernetes avec la version 1.24. Donc, il est de bon ton de commencer à regarder pour ceux qui utilisent des workloads Windows, des nœuds Windows dans un cluster AKS, d'évaluer s'il y a un impact ou pas à passer à Containerd. La plupart du temps, c'est relativement transparent, mais il ne faut jamais oublier les tests. Effectivement. Et dernière petite annonce qu'on a trouvée intéressante également à citer, au-delà de simplement les mises à jour traditionnelles. C'était quoi? C'était l'autoscaler qui doit être caché quelque part par là. Alors, que je regarde 1.27.15, c'est un petit peu au-dessus. Peut-être c'était avant le 15. C'était ici, Voilà. c'était un changement de comportement dans l'autoscaler. Changement qu'il est intéressant de connaître. C'est qu'un autoscaler, en fait, vous donnez un chiffre mini, un chiffre maxi dans le nombre de nœuds que vous voulez en fait dans un node pool. Et l'autoscaler se charge effectivement de rajouter ou de supprimer dans ces limites-là en fait des VM en fonction de l'offre et de la demande. Il peut arriver des cas, il est arrivé des cas où en fait par exemple on avait une limite minimum de 3 nœuds et puis un maximum de 10 par exemple. Et il arrive des cas, par exemple, si on utilisait des VM spot, par exemple, que au moment en fait que les VM spot deviennent pas intéressantes en termes de prix et que, du coup qu'elles soient désallouées par le mécanisme de spot et qu'on se retrouve finalement avec non plus 3 VM mais peut-être plus que 0 VM ou une VM disponible en fait alors que l'autoscaler est normalement entre 3 et 10. Donc désormais en fait l'autoscaler va reprendre la main si à un moment et on lui descend en dessous des valeurs minimum qu'on a normalement définies, et bien automatiquement lui va en reprovisionner pour toujours être au minimum. Voilà, c'est un petit changement de comportement, mais pour ceux qui utilisent notamment du spot, c'est important de connaître ce petit changement. Voilà un petit peu pour l'actualité. Il y a d'autres choses qui sont arrivées. Je vous rappelle également que la roadmap est complètement disponible sur le GitHub
Donc github.com/azure/aks, que la roadmap est publique, on voit un petit peu les choses qui sont arrivées en public preview, donc notamment les custom policy pour AKS dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment le fameux cluster scale down mode dont on a parlé au tout début, les tags également, on en a parlé tout à l'heure, le support de containerd dans AKS. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer ici. Et deux, trois choses assez intéressantes. Également, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, désormais on supporte les Secret Stores CSI pour aller chercher et monter des secrets ou des clés ou des certificats qui sont dans Azure Key Vault directement dans le système de fichiers de vos containers. Et puis la partie AKS Run dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis ici également, on a le add-on qui est en preview actuellement d'Open Service Mesh dont on avait parlé avec Alex, je crois, à la dernière édition. Voilà. Allez, on va passer maintenant à l'invité du jour. Donc il est Distinguished Engineer dans une société que beaucoup de Français qui utilisent l'environnement Cloud Native connaissent. C'est Trafic. Donc c'est Mickaël Mature. Bonjour Mickaël. Et on va passer un moment ensemble en fait à parler un petit peu des produits que propose Trafic et du coup de leur usage finalement dans un environnement Kubernetes tel que AKS. Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce 8e épisode. Je suis très heureux d'être ici pour échanger sur Trafic dans un environnement AKS. Donc, comme l'a dit Stanislas, je m'appelle Mickaël Mature, je suis Distinguished Engineer à Trafic Labs. Trafic Labs, qui est une compagnie qui a été fondée en 2016 par Émile Vosges. Je vais vous donner un petit peu d'historique sur la compagnie parce que je trouve ça assez intéressant. Émile travaillait en tant que consultant dans une société d'assurance lyonnaise et ils étaient en train de réarchitecturer l'intégralité des services pour transformer ça en microservices et ils avaient choisi à l'époque la plateforme d'orchestration Mesos. Et ils se sont vite aperçus qu'ils avaient à peu près 700 microservices, si je ne me trompe pas, et ils se sont vite rendus compte que gérer les communications entrantes sur ce cluster pour aller sur le bon microservice était très compliqué. Les solutions qui existaient à l'époque ils étaient partis sur HAProxy et sur HAProxy, la seule solution était de découvrir les IP des microservices et d'en générer de la configuration HAProxy. Et ils se sont vite rendus compte que c'était une très grosse machine à gaz. Du coup, Émile, il a réfléchi un petit peu et puis il s'est dit, il y a quelque chose à faire parce qu'aujourd'hui, on arrive dans un monde qui est de plus en plus conteneurisé avec différents orchestrateurs, mais il n'y a pas d'outils qui permettent d'aller découvrir ces microservices et de les exposer, soit sur un réseau interne, soit sur Internet. Donc, il a commencé à réfléchir et il a fait les premiers drafts de Trafic. Et un jour, en postant une news sur Hacker News, il s'est rendu compte qu'il y avait un énorme engouement pour ce projet open source. Et du coup, en 2016, la société a été fondée. Donc, Trafic, aujourd'hui, on est 40 personnes. Donc, on a le siège social qui est basé à Lyon, en France, et on va avoir un bureau aux États-Unis. Dans ces 40 personnes, la majorité travaille en remote. Donc, on est vraiment une boîte full remote et on n'a pas très peu de personnes vont dans les bureaux aujourd'hui. Nous non plus, on n'a pas beaucoup de personnes dans les bureaux. Depuis 1 an et demi, on n'a pas posé les pieds au bureau. Même sans cette épidémie, nous, on avait l'habitude de travailler toujours à distance. La société est une très belle région. Merci, c'est vrai que c'est très joli. La société a fait une série A et aujourd'hui, on a un total funding à 14 millions de dollars. Donc, la société, elle a plusieurs produits. Je vais vous les présenter par la suite, mais il y a un produit qui est phare, qui a l'essence de la société, c'est Trafic. Donc, Trafic, notre produit open source, qui aujourd'hui a plus de 2,5 milliards de téléchargements sur le Docker Hub, donc un produit qui est vraiment très utilisé en mode conteneur, mais pas que, parce que Trafic peut aussi tourner sur des VM. La puissance de Trafic est qu'il est développé en Go. Donc, grâce au langage Go, on va être dans la capacité de builder des binaires pour du Windows, pour du Linux, pour du macOS, pour de l'ARM, et il en va de même pour nos images. Donc, Stanislas, tout à l'heure, tu parlais des images Windows pour AKS. Il est Trafic et
entièrement compatible avec ces images Windows. Donc, imaginez que vous avez un cluster full Windows AKS, vous pouvez utiliser le reverse proxy Trafic sans vous poser de questions. Il aura exactement le même fonctionnement que sur les autres. On aimerait bien non, en fait, pour être spécifique sur ce sujet-là, un cluster full Windows Kubernetes n'existe pas parce qu'en fait, il y a plein de composants Kubernetes qui sont des composants système qui viennent du monde Linux. On est quand même aujourd'hui à, on va dire, 95%, je pense, des usages de Kubernetes en environnement Linux. Et du coup, les composants core, en fait, de Kubernetes, des choses comme Core DNS, toute la partie, enfin, il y a plein de composants en fait qui tournent dans kubesystem et qui ne peut tourner que sur Linux. Donc dans tous les cas, dans un cluster Kubernetes, et ça c'est bien de le rappeler, hein, dans un cluster Kubernetes où il y a du Windows, ce sera toujours un cluster qui sera mixte avec, on va dire, un autre pool système où il y aura les composants core de Kubernetes. Et puis après, on aura des workers qui seront plus pour les usages en termes de Windows. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'on peut avoir pour des nodes pool Windows, effectivement, des solutions qui fonctionnent en Windows et pas forcément qu'en Linux. Tout à fait. Parce que moi, avec mon expérience, auparavant, avant d'être Distinguished Engineer, j'étais Solution Architect pour Traffic Labs et j'ai vu plusieurs clients en fait qui créaient des node pools qui géraient tout ce qui était, on va dire, frontal, à exposer sur l'extérieur. Du coup, parfois ils avaient des node pools full Windows qui étaient exposés et comme tu l'expliquais, du coup, quelques nœuds Linux pour faire tourner l'essence de Kubernetes. Et du coup, on peut imaginer ce genre de solution avec Trafic. Donc, comme je le disais, Trafic, projet très populaire. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, un projet open source, ça se mesure. Comment on mesure la popularité d'un projet open source? C'est le nombre de téléchargements des binaires des images Docker, le nombre de stars sur GitHub. Aujourd'hui, on a 35 000 stars, ce qui fait de Trafic un des projets les plus populaires en Go sur GitHub. On a atteint, de mémoire, on a 629 contributeurs sur le projet Trafic. Donc, vous pouvez voir que malgré que Trafic maintenant soit rattaché à une compagnie, il y a quand même beaucoup de contributeurs externes qui essayent, qui veulent améliorer le produit et en faire quelque chose d'encore mieux. Et aujourd'hui, on estime à peu près 100 000 instances de Trafic en production, mais ça reste que on va dire, une estimation, parce que sur un projet open source, Microsoft doit bien le savoir, c'est très compliqué de savoir exactement comment est utilisé le produit et à quel volume est utilisé le produit. Donc, je peux citer quelques grosses entreprises qui utilisent Trafic. Il y a notamment eBay, Expedia, Mozilla, Apple, Lincoln Financial Group, c'est une des plus grosses banques américaines, et Bose aussi. C'est les seuls que je vais pouvoir citer aujourd'hui. Donc, comme je vous l'expliquais, Traffic Labs, ce n'est pas que Trafic. On a une boîte open core, ce qui veut dire qu'on a un produit open source qui est Traffic Proxy. Vous pouvez voir en bleu ici, en bleu-vert, on va dire. En azur, ensuite, c'est en azur, voilà. C'est en couleur azur, exactement. Bleu azur. Azur. Donc, Trafic, Reverse Proxy qui fonctionne dans du Kubernetes, du Swarm, du Mesos, du on-premise. Mais aujourd'hui, on remarque que la majorité des utilisateurs utilisent Trafic pour du Docker Swarm ou pour du Kubernetes. On a encore quelques utilisateurs qui l'utilisent pour gérer du trafic, on va dire legacy, sur de la VM, par exemple. Et je vous expliquerai tout à l'heure qu'on a des possibilités pour faire cela. Trafic Open Core. Au-dessus de ce Trafic Proxy, on a buildé des choses, notamment Trafic Enterprise. Trafic Enterprise, c'est une version un peu boostée de Trafic. Je le mentionnerai plusieurs fois dans la présentation d'aujourd'hui, parce que du coup, on s'est rendu compte qu'avec Trafic Proxy, il y avait quand même quelques limitations que je vais vous mentionner, et on a arrivé à les solutionner dans la partie Trafic Enterprise. On a Trafic Pilot Trafic Pilot va être un produit SaaS qui va permettre de faire en sorte d'enregistrer ces instances de Trafic Proxy ou Trafic Enterprise et d'avoir des métriques qui sont agrégées au sein d'un dashboard SaaS. Et la gestion aussi de toute la partie plugin. Et on a un dernier produit qui est un des plus récents qui s'appelle Trafic Mesh, qui est un service mesh, du coup à destination uniquement de Kubernetes et qui est un petit peu différent de la concurrence. Je reviendrai sur le détail un peu plus tard.
Et on a un petit dernier qui n'est pas noté ici, qui est un produit qui s'appelle Yagi, qui est un interpréteur Go, développé en Go. Donc, l'idée d'Yagi, c'est d'être dans la capacité d'exécuter du code Go sans avoir besoin de le compiler. Donc, il va faire l'analyse du code et puis il va l'exécuter. Donc, je vous en parlerai de pourquoi un peu plus tard, pourquoi on a travaillé sur cet interpréteur Go et quelles sont aujourd'hui les utilisations au sein de Traffic Lab. En petite question, hein, parce que du coup, on a plein de questions à te poser. Donc là, on voit quand même que vous avez déjà 4 produits. Vous êtes une quarantaine de personnes. Du coup, ça fait finalement assez peu de gens par rapport à beaucoup de produits, hein, parce que je suppose qu'il y a quand même des gens, il doit y avoir des ressources humaines, il doit y avoir du marketing, il doit y avoir des managers. Est-ce que au-delà de concevoir les produits, de les vendre, enfin oui, parce qu'il y en a qui sont vendus, il y en a qui sont open source, mais il y en a qui sont vendus. Est-ce que vous faites également du service d'accompagnement type consulting pour la mise en place de vos produits, ou vous déléguez ça à des partenaires? Aujourd'hui, on délègue ça à des partenaires. Nos clients qui prennent, aujourd'hui, on vend qu'une seule solution, c'est Traffic Enterprise. D'accord. Donc c'est la seule solution payante qu'on a. Pour gérer cette partie Traffic Enterprise, on a une équipe de sales et de solution architects pour faire l'avant-vente, et aussi une équipe de support parce qu'on fournit du support au niveau de Traffic Enterprise. Et du coup, on a un certain nombre de personnes qui travaillent sur le sujet, et du coup, on accompagne un petit peu en fonction des demandes des clients. On les aide un petit peu sur l'appréhension de Kubernetes, etc. Mais c'est vraiment pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est vraiment de développer un reverse proxy et d'apporter du support à ce reverse proxy. Mais en effet, on fait un petit peu de consulting. C'est vraiment très rare, mais on en fait parfois pour certains clients qui en ont un besoin assez rapide. Donc, on va parler un petit peu de Trafic et quelles sont les features disponibles au sein de Trafic. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis sur la documentation de Trafic open source. Et comme vous pouvez le voir, Trafic, il se met entre la partie Internet et votre infrastructure. Donc, l'idée de Trafic, on ne voit peut-être pas très bien l'image, mais il y a des petits pointillés avec marqué Auto-Discovery. Donc, l'idée de Trafic, c'est d'être dans la capacité d'aller découvrir les microservices qui tournent au sein de vos clusters. Donc, aujourd'hui, on parle de Kubernetes, donc Trafic va être en charge de se connecter à l'API de Kubernetes et d'aller récupérer les différents événements qui se passent au sein de ce cluster. Un pod qui restart, l'IP d'un nouveau pod, si un pod ne fonctionne plus et est arrêté ou est reschedulé sur une autre machine, il va détecter tous ces changements et créer ce que nous, on va appeler de la dynamique configuration. Cette dynamique configuration, on va y revenir un petit peu après, va permettre de gérer toute la partie routing. Trafic fournit... Oui, vous avez une question ? Non. Alors en fait, c'était pas une question, c'était une remarque. C'est vrai que ce côté dynamique configuration, j'ai eu l'occasion de l'utiliser avec Trafic il y a quelques années. Alors c'était pas avec AKS, c'était avec l'orchestrateur maison Microsoft Service Fabric. Et c'est vrai que c'est extrêmement bluffant. On installe Trafic et puis il suffit de garder ses déploiements et on a une auto-découverte de la configuration et des règles d'exposition qui sont bluffantes. Alors, du coup, moi, je vais poser une question plutôt liée à Kubernetes. Donc, bon, là, dans le schéma, le trafic est external pour comprendre le truc, mais on est bien d'accord que la plupart du temps, dans un environnement Kubernetes, il sera instancié sous la forme de pod à l'intérieur du cluster Kubernetes. D'accord ? Donc, donc généralement, dans du Kubernetes, on a ce qu'on appelle un ingress control. Enfin, on a des règles d'ingress qui sont les règles de routage, qui sont du pur Kubernetes, dans des manifestes. Ces règles, du coup, sont interprétées, vont passer à un ingress controller qui va contrôler, du coup, une solution de reverse proxy, et donc faire passer ces règles à la solution de reverse proxy. Donc c'est pour ça qu'on a cette couche d'abstraction entre, effectivement, les règles dans les manifestes YAML, le ingress controller, et puis après, réellement, la solution de reverse proxy. Donc ici, on est d'accord que l'auto-discovery va permettre de créer automatiquement les règles sans pour autant avoir à les créer soi-même au niveau de ingress. Ou alors ça va s'appuyer. Il va falloir quand même faire des règles de ingress. Il va falloir faire des règles d'ingress, tout à fait. D'accord, donc l'autodiscovery s'appuie en fait sur les labels de Kubernetes de manière assez classique. D'accord. Okay. En fait, le trafic va s'appuyer sur tous les objets Kubernetes disponibles. Donc, il va y avoir les pods, les endpoints, les services, les ingress routes. Aujourd'hui, il y a une nouveauté aussi dans Trafic, c'est les Gateway API. Donc, c'est la nouvelle solution, on va dire les ingress V2 de Kubernetes,
Donc, Trafic, il va suivre tous les événements sur ces objets-là. Et à partir des changements qu'il y a eu sur ces objets, il va récupérer les informations et créer sa propre configuration pour pouvoir gérer, dire que tel domaine doit aller sur tel microservice. D'accord. Donc, dans un environnement Kubernetes, l'autodiscovery, c'est vraiment l'utilisation des labels et des règles de ingress natives de Kubernetes. Okay. Détection d'un objet ingress, ajout d'une annotation sur un objet ingress, des choses comme ça. D'accord. Et au sein des autres providers, ça se base sur des métadonnées qu'on va pouvoir attacher aux microservices. D'accord. Pour donner un petit peu de contexte. Trafic out of the box, il arrive aussi avec un système de metrics. Donc, je vais vous montrer qu'il peut tout à fait s'intégrer avec la solution Monitor de Azure. Donc, c'est assez. Je l'ai testé. Je l'ai testé dans le cadre de cette démo et je trouve que c'est assez bluffant ce qui a été poussé par Microsoft sur cette solution-là parce que Trafic, il expose des métriques de type Prometheus. Et grâce à un petit agent, cet agent va aller collecter les métriques de trafic et ces métriques vont être disponibles directement dans votre portail Azure et vous allez pouvoir les requêter, faire des dashboards, mettre des alertes. Et alors je vais faire une toute petite démo par rapport à ça parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec tout le système de requêtage des métriques qui a l'air vraiment très performant par rapport à ce que j'ai pu tester. C'est assez impressionnant. Trafic est aussi dans la capacité de faire de l'HTTPS. Donc, Trafic va être dans la capacité de gérer vos certificats TLS. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a plusieurs possibilités de gérer des certificats TLS. Donc, Trafic, il est compatible avec Let's Encrypt. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez vouloir exposer votre application, votre web serveur sur le domaine api.domain.com. Trafic va détecter que vous avez demandé un certificat TLS pour ce domaine-là et il va aller discuter avec Let's Encrypt. Donc, il va faire un challenge avec Let's Encrypt pour faire en sorte de vérifier qu'on est bien le propriétaire du domaine. Et si c'est le cas, Let's Encrypt va nous délivrer un certificat qui sera valide 3 mois et Trafic va s'occuper de le renouveler automatiquement. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de faire en sorte de ne plus se poser de questions sur les certificats TLS et de laisser Trafic gérer cette partie-là. Donc, c'est assez performant et ça fonctionne plutôt bien parce que pour les gens qui ne veulent pas acheter leur domaine et les renouveler à la main, c'est une solution qui fonctionne tout à fait. Pour les compagnies qui sont un peu plus grosses et qui ont un wildcard domaine ou qui ont déjà des certificats qui sont gérés par une autre entité, il va y avoir plusieurs possibilités. Il va y avoir la possibilité de stocker ces secrets dans un simple fichier qu'on va donner à Trafic et Trafic va pouvoir l'utiliser. Il va y avoir la possibilité de stocker ces secrets dans Kubernetes directement. Il va y avoir aussi la possibilité de stocker ces secrets dans l'Azure Key Vault et de faire en sorte d'utiliser par exemple le Secret Store CSI pour faire en sorte d'injecter les certificats TLS directement dans votre cluster Kubernetes et Trafic va aller détecter ces secrets et les utiliser pour exposer votre application de manière sécurisée. Donc là, on peut imaginer pas mal de choses et grâce aux outils Microsoft, faire en sorte d'avoir ces certificats stockés dans Azure Key Vault, peut-être d'avoir d'autres données aussi, des secrets pour de l'authentification ou des choses comme ça, et d'utiliser le Secret Store CSI pour faire en sorte d'en créer des secrets et de sécuriser vos applications. C'est bon de rappeler que la notion de secret dans Kubernetes est tout à fait relative, du fait qu'effectivement les secrets ne sont pas chiffrés dans la base de données, mais sont stockés, encodés en base 64, et que pour peu qu'on ait les bons droits sur le namespace ou le cluster, on peut les visualiser en fait et les lire. D'où l'intérêt effectivement de déporter généralement ces informations un peu sensibles dans des vaults. Alors il y a des vaults managés comme Azure Key Vault, il y a des vaults de solutions de type HashiCorp Vault qui permettent de faire ça également, mais de ramener finalement ces informations sensibles dans des endroits qui sont plus dédiés à les stocker de manière sécurisée qu'une simple base de TCD en clair. Exactement. Et tu viens de mentionner HashiCorp Vault. Pour information, Trafic Enterprise, Trafic Enterprise, donc la version Enterprise, celle qui est payante, elle est compatible avec HashiCorp Vault, donc de deux manières. Soit utiliser HashiCorp Vault en tant que PKI, donc c'est un peu la même idée que Let's Encrypt, mais au lieu que Trafic aille demander à Let's Encrypt un certificat, il va aller demander à Vault, bonjour Vault, est-ce que tu pourrais me générer un certificat pour api.domain.com?
Et c'est Vault qui a le CA, le Certificate Authority, la Certificate Authority, et du coup, il va générer un certificat et Traefik va utiliser ce certificat pour sécuriser l'API. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on peut aussi faire en sorte de stocker directement ces certificats dans Vault, et Traefik Enterprise va aller récupérer ces certificats pour les utiliser et les exposer. Volt est une très bonne, Volt d'HashiCorp est une très bonne solution pour faire de PKI as a service. On peut même arriver à générer des certificats qui ont une durée de vie d'1 à 2 minutes. C'est ultra performant comme solution. Là encore, par contre, après, pour vraiment l'utiliser à 100% en production, il vaut mieux passer par une version entre guillemets entreprise qui est payante et qui apporte un support également et qui doit fonctionner dans une configuration très particulière pour être effectivement hautement résiliente, etc. Ou alors on l'utilise sous la forme d'un service, qu'il existe désormais également un Vault as a service. Oui, tout à fait, qui sera bientôt disponible de mémoire sur Azure Oui. En tant que service manager. Donc, vous pourrez imaginer plein de choses, notamment avoir ce Vault as a service au sein de votre Azure, créer un private link et faire en sorte d'autoriser votre AKS à accéder à ce Vault. Et du coup, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est sécurité, tous les certificats, tout ce qui est sensible. Vous allez pouvoir le stocker dans le Vault, et faire en sorte d'insérer ça dans vos applications qui tournent sur AKS. Donc ça, moi, je l'ai testé, mais pas directement dans Azure, chez un de vos concurrents. Et la solution d'HashiCorp, elle est assez bluffante pour ça. Et je pense que ça va être très intéressant quand elle sera disponible chez Azure. Oui, un des fondateurs d'HashiCorp, je lui avais posé la question s'il allait le faire sur Azure, parce qu'ils l'ont annoncé au départ sur AWS, on ne peut pas les citer. Il m'a dit effectivement que c'est la prochaine itération, c'est d'arriver sur Azure. Je pense que sur Azure, HashiCorp a déjà des services. Tout à l'heure, on parlait de Consul. Consul existe un service managé sur Azure. Tout à fait. Voilà. Donc, en parlant restant sur la partie HashiCorp, Traefik, il a ce qu'on appelle je vous parlais d'auto-discovery tout à l'heure, donc je vais switcher sur la partie configuration discovery. Donc là, vous pouvez voir que c'est tous les ce qu'on appelle nous en interne des providers. Traefik va être dans la capacité de se connecter à une source de données. Donc, on retrouve Kubernetes Ingress Route, Kubernetes Ingress, Kubernetes API Gateway, mais on retrouve aussi Consul Catalog et Consul. Donc, si vous avez un service managé Consul dans Azure, vous allez pouvoir dire à Traefik, est-ce que tu peux te connecter à ce Consul Catalogue et lister tous les services, et il va être dans la capacité d'exposer les applications qui sont référencées dans le catalogue Consul. Et la partie Consul, c'est la partie KV, Key Value Store. Donc, c'est vraiment très simple et il suffit de faire une clé et la valeur qui sera potentiellement l'IP du service, et vous allez pouvoir faire en sorte d'exposer des applications un peu plus, on va dire, statiques ou un peu plus legacy. Pour revenir sur la partie Kubernetes, vous voyez que Traefik, il est compatible avec trois ingress différents. Donc, le premier qui est un ingress de type Kubernetes. Donc ça, c'est vraiment l'objet natif dans Kubernetes, un objet vraiment qui définit le routing. Cet objet ingress a été pensé pour faire du routing de type layer 7, donc tout ce qui va être HTTP, HTTPS. Donc il est, on va dire, plutôt limité. Donc pour pallier à cela, Traefik a pris la décision d'introduire les ingress routes. Les ingress routes, ce sont des custom resource definition que vous allez pouvoir installer au sein d'Azure, au sein d'AKS, pour faire en sorte de déclarer une mécanique de routing qui est propre à Traefik. Donc là, je vais y revenir un petit peu plus par la suite. Et le dernier né, qui s'appelle Kubernetes Gateway API. Donc ça, c'est une spécification qui, en fait, c'est l'ingress V2 de Kubernetes. Il est encore en expérimental chez eux, donc il est en cours de développement. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, c'est la version V0.3.0 qui est disponible. Je sais qu'ils sont en train de préparer la V0.4 actuellement. Du coup, on est un des premiers reverse proxy qui est compatible avec ce Gateway API. Donc, c'est assez intéressant parce que ça va donner beaucoup de possibilités, et il a été aussi pensé pour faire en sorte de gérer du trafic de layer 7 et layer 4 aussi, donc faire du TCP UDP. Parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais Traefik gère du routing de type HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket. Tout ça, c'est du layer 7. Et il gère aussi du routing de type TCP et de type UDP.
avec une petite particularité pour la partie TCP, on va pouvoir faire du routing basé sur le host SNI. Donc SNI, c'est une extension qui va permettre de faire en sorte d'avoir le domaine sur lequel on va y accéder, et du coup Trafic va pouvoir se baser sur cette extension SNI pour faire du routing et envoyer sur la bonne application. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, vous avez une base de données MySQL, vous avez un RabbitMQ, vous allez pouvoir utiliser Trafic en tant que reverse proxy pour faire en sorte d'exposer ces services à vos utilisateurs. La dernière fois, dans un précédent épisode, vous avez mentionné un document que j'ai trouvé très intéressant et que je connais très bien, qui est une spreadsheet qui permet de parler un petit peu des différents ingress controllers. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Ouais, c'est toujours une question que les gens qui abordent Kubernetes se posent à un moment, c'est de se dire, OK, on va avoir un ingress, quel ingress on prend? Et là, en général, il y a presque 3 écoles, entre guillemets. Il y a ceux qui se disent, on se pose pas la question, on va prendre le truc de base qui est dans le projet Kubernetes, et donc ça finit avec le Nginx. Il y a ceux qui sont déjà dans du cloud public, tels que Azure, ou Amazon ou GCP, et qui se disent, bah, du coup, nous, on va utiliser les solutions de reverse proxy as a service fourni par les fournisseurs. Donc dans le cadre d'Azure, ce serait App Gateway. Et là, on a une solution qui est externe au cluster et qui a un ingress controller dans le cluster qui permet de la piloter. Et puis il y a la troisième, mais là, du coup, c'est très lié à un fournisseur. Et il y a la troisième catégorie qui, effectivement, a des besoins très spécifiques et a besoin à un moment de se dire, OK, moi, par rapport à mes besoins, j'ai besoin d'avoir telle fonctionnalité, d'où l'existence de ce genre de matrice, en fait, pour bien faire la différence. Et que globalement, les fonctions de base, tout le monde les fait. C'est juste après, quand on a des besoins spécifiques, où là, on commence à rentrer dans de l'analyse, effectivement, se dire, est-ce que ça en supporte? Est-ce qu'il y a des plugins? Est-ce que je peux me raccorder à mon système existant? Est-ce que je peux avoir du legacy, etc., etc. Tout à fait. Donc là, ce tableau, je trouve qu'il résume plutôt bien. Alors, j'ai remarqué quand même quelques erreurs. Alors, j'ai majoritairement regardé Trafic. J'ai remarqué quelques erreurs. On voit qu'il y a une petite croix rouge ici. Donc, j'ai d'ailleurs mis un commentaire récemment pour le support de Quick HTTP 3. Ouais. Donc, à savoir que Trafic est aujourd'hui compatible avec Quick HTTP 3. Donc, c'est depuis la version 2.4 de Trafic. Donc, aujourd'hui, on est en version 2.5. Ouais. C'est depuis la version 2.4, il y a Quick qui est disponible. Donc, les gens qui veulent faire de l'HTTP 3, ils peuvent se baser sur du Trafic aussi. Par contre, c'est la partie WAF, en effet, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, Trafic ne gère pas. Ce qui m'a paru très bizarre, c'est que du rate limiting, aujourd'hui, ça a été marqué qu'on ne gérait pas le rate limiting level 7, ce qui n'est pas vrai. On a un middleware qui nous permet de gérer cette partie-là. Et on fait aussi du rate limiting sur la layer 4. Ça, c'est une PR qui a été émergée très récemment. Disponibilité. Oui, là encore, ça reste comme tout tableau comparatif fait par des personnes qui ne peuvent pas être des experts de toutes les solutions, qui peuvent faire des erreurs. Donc, à partir du moment où, effectivement, on peut leur signaler et qui peuvent le changer, mais au moins, ça donne déjà une petite idée, puis après, on gratte un peu plus. Mais c'est vrai que après suivre... Là, je ne sais pas combien il y a de produits dans ce tableau, une dizaine, suivre 10 produits qui bougent quand même assez rapidement chacun, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est bon de savoir que ça existe, mais voilà, faut pas prendre ça comme écrit dans le marbre à 100%. Et tu citais tout à l'heure en Trafic en 2.5, donc ça a été, si je dis pas de bêtises, annoncé vers mi-août, le 18, quelque chose comme ça. Il y a pas mal effectivement de nouveautés. Quand on regarde le changelog, il est assez important, donc chaque fois, il faudrait qu'effectivement les personnes qui gèrent ce truc-là remodifient tout et le revalident entre eux. Bon, voilà. Mais c'est bien effectivement de savoir comment ça existe, ce genre de choses. Et puis après, il y a un petit peu au moins, ça permet de se poser les grandes lignes de ce qu'on doit regarder dans une solution. Mais effectivement. Alors après, il y a quelque chose, moi, je vais parler de Ingress Nginx, celui qui est un des plus utilisés, à savoir qu'en fait, il y en a 3 d'Ingress Controller de type Nginx. Il y a celui qui est géré par la communauté, qui est dans le site de Kubernetes. Donc celui-ci, c'est un des plus utilisés. Ensuite, il y en a un second qui s'appelle pas Ingress Nginx, mais Nginx Ingress, qui est celui qui est supporté par la compagnie Nginx Incorporation, qui a été racheté par F5 il y a quelques temps, et qui fournissent aussi Nginx+. Donc là, je veux bien dire à tous les utilisateurs qui utilisent Nginx, faites bien attention à celui que vous utilisez parce qu'il y a des différences notables entre le Nginx Ingress Controller fourni par la communauté et celui qui est fourni par la compagnie Nginx. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment en échangeant avec des clients, etc.
Et en fait, on ne parlait pas du même ingress controller parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes fonctionnalités. Et il faut faire attention à ça. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez entendu parler le fait que Kubernetes Ingress, le mainteneur principal qui était basé en Amérique du Sud, a décidé d'arrêter de travailler sur un Ingress Nginx, et du coup, il n'avait plus de mainteneur pour travailler sur cet Ingress Controller. Du coup, bien sûr, la communauté a fait son travail et des gens ont repris le projet. Mais pour la petite histoire, c'était maintenu par majoritairement une personne. Donc, ça a fait un petit peu de vague dans le monde de l'Ingress Controller. Ça peut faire un peu flipper, se dire qu'il n'y a qu'une personne qui est derrière un projet. Donc voilà pour un petit peu pour le tableau comparatif. Je pense qu'on essaiera de le linker parce que je pense qu'il peut être très utile pour beaucoup de personnes qui veulent se projeter, pour savoir ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc bien sûr, à prendre en considération que c'est un tableau, comme l'expliquait Stanislas, qui est géré par des personnes qui ne suivent pas forcément l'intégralité des Ingress Controllers. Donc il faut faire attention à ça. Oui, là on voit la dernière mise à jour dit 17 février 2021, quand c'est la vitesse où tout ça bouge. Effectivement, il y a un peu de refresh, mais après on peut s'en servir comme une base et puis après de prendre les éléments qui nous intéressent et de vérifier juste ce qui nous intéresse et pas le reste. Voilà. C'est un très bon point de départ quand on s'interroge quels sont ceux que je ne voudrais pas utiliser. Si déjà il y a des bloqueurs, on les identifie et on les enlève, et puis après on se concentre quand on est utilisateur sur les solutions qui nous semblent les plus pertinentes. Oui, exactement. Et puis sur lequel on peut trouver des compétences également. C'est important d'avoir d'où la question sur les partenaires tout à l'heure, en fait. Les PR et les commits sur Git, tu évoquais tout à l'heure les stars pour savoir les projets intéressants. Les derniers commits, le nombre de commits et le nombre de PR est aussi un très bon indicateur de la vivacité, de la dynamique autour d'un produit open source. La fréquence des releases aussi qui est assez important. Donc ça, il faut bien faire attention à tout ça. Donc je voudrais juste, pour parler une dernière fois de ce tableau, vous remarquerez qu'on a... les Ingress Controllers sont basés souvent sur des solutions déjà existantes. Donc, par exemple, Kong est basé sur Nginx, Azure App Gateway est basé sur Nginx, plus des features spécialisées dans Azure App Gateway. HAProxy, Voyager est basé sur HAProxy. En fait, on est les seuls à avoir notre propre reverse proxy. Donc, en un Ingress Controller, on a notre propre reverse proxy. Donc, nous, aujourd'hui, ça veut dire qu'on contrôle absolument toute la chaîne. Quand on fait quelque chose, et ça nous donne, on va dire, un petit peu plus de souplesse. Par exemple, je sais que Istio, ils ont beaucoup contribué à Envoy pour faire en sorte de pouvoir ajouter des fonctionnalités qui étaient manquantes afin d'arriver à leurs besoins. Je vous propose maintenant d'aller faire un peu de deep dive et puis d'aller jouer un peu avec un cluster AKS. allez. Donc, je vais... Allons-y. Je vais revenir. Donc là... je me suis installé un cluster AKS hier. Donc, ce repo va être open sourcé. Stanislas le mettra dans les commentaires de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir voir comment créer l'intégralité de votre cluster AKS. Alors, j'ai pris vraiment quelque chose assez classique. J'ai pas ajouté plus de sécurité que nécessaire. J'ai vraiment suivi ce qui était conseillé dans les documentations de Microsoft. Oui, tu as fait une création avec la CLI Azure en mode impératif de manière assez classique. Tout à fait. Donc, je me suis créé je vais vous dire rapidement les commandes. Donc, je me suis logué à Azure, j'ai créé un groupe. Ensuite, je me suis créé mon cluster AKS, comme vous pouvez le voir ici, avec cette commande-là. Donc, j'ai demandé 3 nœuds. Alors, j'ai une petite question pour vous, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Par défaut, la CLI, donc ma CLI est à jour. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que mon cluster, il est en 1.20.9. Est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas par défaut en 1.21, qui est une des dernières versions aujourd'hui? Parce qu'en fait, on fonctionne par télémétrie et qu'en gros, à un instant T, sur une période donnée, en fait, on regarde quelle est la version la plus demandée par nos clients. Et comme c'est la plus demandée, on définit que c'est par défaut, tout simplement. Donc en fait, la dernière n'est pas forcément c'est par défaut en fait. Voilà. Et généralement, c'est souvent la dernière -1 parce que les gens sont généralement pas enthousiastes à toujours aller sur la dernière version. Donc c'est voilà, ça s'explique tout simplement comme ça par télémétrie en fait. Voilà, tu as toujours le moyen d'interroger par ligne de commande la liste des versions disponibles et tu sauras celle qui est spécifiée par défaut. Voilà. Et après tu peux spécifier la version lors du déploiement. Et si tu fais un AZ AKS get-version-location avec le nom de la région, tu verras toutes les versions qui sont disponibles. AZ AKS get-version. Alors c'est collé. Get-version. Ah pardon. Get-version. -L pour la localisation de la région. Et puis par exemple, je sais pas, France Centrale. Voilà, tout collé, France Centrale, ça devrait marcher ça. Voilà.
Et là, normalement, si tout va bien, tu devrais avoir... C'est une get-versions. Oui, avec un S en fait. Il y a un Versions S, avec, ouais, pardon. avec un S. Non, Oui, c'est moi. C'est moi. Et là, du coup, alors là, tu as l'output qui n'est pas forcément lisible en JSON. Si tu fais un -O table sur ta ligne de commande précédente, donc là, ça te fait un output sous la forme d'une table. Là, tu vas voir que c'est beaucoup plus lisible. Et donc voilà, là, on voit les versions qui sont disponibles, effectivement. Et on voit également le chemin de migration quand on est par exemple sur une 1.19.11, qu'on veut aller sur une 1.21. On peut directement faire un 19.11 vers 1.29 et après 1.29 vers 1.21, par exemple, ou 1.21.2. Voilà. D'accord. Si tu as activé les fonctionnalités preview, tu pourras également voir entre parenthèses preview. Actuellement, il n'y a pas la 1.22, donc pour l'instant, même moi, je ne la vois pas. Voilà. D'accord, super. Merci du petit tips. C'est toujours appréciable d'avoir ces tips-là. Commande très simple pour récupérer mon cube config pour pouvoir m'y connecter depuis ma command line, mon kubectl qui est local. Ouais. Là, je vais activer les metrics. Donc là, il faut ajouter un add-ons. Under the hood, qu'est-ce qui se passe? Ça va déployer un replica set pour. Alors, je ne me rappelle plus comment s'appelle l'agent. C'est un daemon set. C'est un daemon set et l'agent s'appelle OMS, Operation Management Insight. Et c'est grâce à cet agent qu'on va être dans la capacité, en fait, c'est lui qui va collecter les metrics qu'on va lui dire, et les metrics, les logs aussi, et ensuite il va les envoyer directement à Azure pour pouvoir être stocké. Exactement. Cet agent, en fait, cet agent est un agent fluentd en fait qui va aller attraper sur le Docker host, ou sur le container host plutôt, les logs, et va les réinjecter en fait dans un puits de log qui s'appelle Azure Log Analytics. Et après, effectivement, tu vas pouvoir de coup récupérer la partie log et la partie métrique, et tu vas pouvoir la requêter avec un langage qu'on appelle du KQL, du Custo Query Language. Custo étant un sale jeu de mots, je pense qu'ils l'ont pas fait exprès, fait par les Américains pour faire du deep dive sur les logs. Ouais. Ça, il n'y a que les Français qui le comprennent, que Custo. Je montrerai justement un petit peu de ce langage tout à l'heure. Super. Donc, ce qui a été demandé une fois qu'on a activé cet add-on, il faut appliquer un fichier de configuration qui est un fichier de configuration qui va dire à l'agent ce qu'il doit faire. Donc, on peut voir ici qu'il y a le log data collection. Donc, c'est si on veut collecter les logs, moi je les ai activés. Si tu peux juste déplacer légèrement ta fenêtre, simplement parce qu'en fait tu as ta tête, voilà, c'est tout. Super. Hop, super. Du coup, on va pouvoir configurer si on veut récupérer les logs, de quelle manière, les std-out, std-error, etc. Donc, il y a tout est très bien expliqué dans la documentation. On va pouvoir ensuite lui dire, est-ce que tu peux collecter les metrics Prometheus? Donc, moi, ce que j'ai fait, pour des questions de simplicité, j'ai passé l'intervalle à 10 secondes. D'accord? Et ensuite, j'ai activé cette option-là pour lui dire, tu vas aller monitorer mes Kubernetes pods. Alors, moi, je lui ai dit, par défaut, tu vas monitorer l'intégralité de mes pods. Parce que on peut aussi les filtrer par namespace. Par exemple, en activant cette option ici, on va pouvoir lui dire, tu vas aller scraper uniquement ceux qui sont disponibles dans tel namespace et tel namespace. Et j'ai appliqué cette config map et les petits agents OSM agents, ils ont redémarré et je suis arrivé à avoir mes logs de trafic directement dans mes logs et mes métriques de trafic directement dans Azure. Je vais vous le montrer juste après. Trafic. Pour le déployer, trafic, vous allez me dire, waouh, ça fait beaucoup de fichiers, j'ai essayé de découper au maximum. Quand vous allez utiliser, vous allez pouvoir aller regarder un petit peu et toute la partie CRD, les Custom Resource Definition, donc là, vraiment quelque chose de très classique dans Kubernetes. J'ai créé ensuite un namespace, parce que j'ai mis mon ingress controller dans un namespace particulier. Les différents airbags. Donc, les airbags vont être utilisés par Trafic pour faire en sorte d'avoir des autorisations auprès de l'API Kubernetes. Donc, auprès du control plane, il va être autorisé à get, list et watch les services endpoint et les secrets. Donc, vous pouvez voir qu'il ne crée absolument aucune ressource dans votre cluster. Le seul truc, c'est qu'il va updater le statut des ingress parce que c'est quelque chose qui avait été demandé par la communauté. Donc, on a juste fait un update sur les ingress status. Donc, Trafic, il est vraiment juste en lecture sur votre cluster Kubernetes et il va récupérer toutes les informations pour pouvoir faire du routing. Ensuite, on va arriver à la notion de service. Service Kubernetes, c'est pour pouvoir exposer Trafic et faire en sorte que, dans mon cas, je vais créer un service de type load balancer. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
je vais créer ce service dans mon AKS. Il y a un petit plugin qui est installé avec le AKS qui va permettre de dire, OK, si c'est un load balancer, alors je vais aller provisionner un load balancer Azure et le rattacher à ces pods, à ce service, pardon. Du coup, on va pouvoir avoir un load balancer avec une IP publique, dans mon cas. Si vous voulez avoir une IP privée, il y a des annotations qui sont possibles pour faire en sorte d'exposer ce load balancer, d'avoir un internal load balancer. Je crois que c'est comme ça le nom. C'est ça, Azure Internal Load Balancer, tout à fait. Exactement. Donc, on va pouvoir le customiser de cette façon-là et on va pouvoir avoir une IP publique ou privée pour pouvoir accéder à Traefik. Donc, Traefik sera le point d'entrée de votre cluster. Peut-être le seul point d'entrée. Vous pouvez installer plusieurs ingress controllers si vous le souhaitez. Dans mon cas, dans mon exemple, je vais installer un seul ingress controller qui sera Traefik. Ici, j'ai créé un service qui n'est pas forcément nécessaire, mais je l'ai créé pour les explications. C'est un service Kubernetes qui va permettre d'aller scraper, qui va donner la possibilité d'avoir un endpoint pour aller scraper les metrics sur mes instances de Traefik. Ensuite, je vais créer un service account, très simple pour pouvoir faire en sorte de donner des droits à mon Traefik. Ce service account, il va être attaché à mon deployment. Donc un deployment très simple, pour l'instant j'ai mis qu'un seul réplica. Vous pouvez imaginer je conseille d'en mettre minimum 2 ou 3. Ça va dépendre de certains critères, notamment si vous faites du Let's Encrypt avec Traefik, open source, je vous conseille d'en mettre qu'un seul et de mettre un stateful set. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que Traefik, quand il va générer les certificats, il va avoir besoin de les stocker. Aujourd'hui, le seul endroit où il peut les stocker, c'est dans un fichier. Et ce fichier, il ne peut pas être accédé par plusieurs instances de Traefik en même temps. Donc, la seule possibilité aujourd'hui, c'est d'utiliser un stateful set avec un seul réplica. Sinon, vous allez avoir des problématiques pour la validation de vos certificats. Si vous ne faites pas de Let's Encrypt, vous pouvez scale autant que vous voulez les deployments. Pour information, moi j'ai déjà vu des utilisateurs sur AKS qui avait 60 instances de Traefik. C'était un client américain qui avait 60 instances de Traefik pour pouvoir gérer le trafic entrant de son site à fort volume. Donc, ça laisse sous-entendre le nombre de nœuds qu'il y avait sur le cluster. C'est ça. Il y avait énormément de nœuds sur le cluster parce que ces instances je crois qu'il y avait pas loin de 150 nœuds sur le cluster, sachant qu'après ils avaient dédié un pool de 30 machines pour faire uniquement gérer la partie ingress. Parce que quand on va faire du TLS, par exemple, on sait que ça va être beaucoup plus consommateur en CPU parce qu'il va falloir faire des validations, des choses comme ça. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a pas mal de clients qui dédient des pools de nœuds spécifiquement à la partie ingress. Donc, souvent, ça peut être 3, 4, jusqu'à, comme je vous le disais, plusieurs dizaines de nœuds pour pouvoir gérer ces parties-là avec des machines qui ont un peu plus de punch en CPU pour faire en sorte de pouvoir gérer correctement tout ça. Du coup, ce serait des séries. Si on voulait vraiment du punch en CPU sur Azure, on prendrait des séries F, qui sont les derniers Skylake. Je connais pas, il y a tellement de machines, il y a plein de possibilités. C'est impressionnant. Mais voilà, je le dis, si on a besoin des CPU les plus puissants, sur Azure, c'est les séries F. Ça marche. Ok, donc ça c'est la partie effectivement argument derrière. Les arguments, donc ça c'est les annotations qui vont permettre à l'OMS agent d'aller scraper les metrics. Donc je vais lui dire, tu actives le scrap sur tel port et sur tel pass. Pour que Traefik expose ces metrics-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé cette ligne-là en lui mettant metrics.prometheus. Automatiquement, il va aller exposer un endpoint metrics qui va permettre à l'agent d'aller les scraper. Alors, il y a plusieurs arguments ici. Ici, ce que vous voyez là, sur tous ces arguments, ce sont ce qu'on appelle, nous, de la static configuration. Donc, toute modification de cette static configuration va entraîner un redémarrage de Traefik. Aujourd'hui, c'est un des pain points, mais ce sont des choses, Traefik en a besoin pour démarrer, pour savoir ce qu'il a besoin de faire. Alors, quand tu dis démarrage, c'est un redéploiement de nouveaux pods, c'est ça? Ça va être un rolling. Au final, si c'est un deployment, ça va être un rolling update. D'accord. Exactement.
Ok, donc il Parce n'y a pas forcément d'interruption de service pendant le déploiement de la nouvelle config, ou tu risques d'avoir une interruption de service. alors, si on modifie la static configuration, si le load balancer en amont, donc le Azure Load Balancer ou le internal Azure Load Balancer est configuré correctement, il va arrêter d'envoyer du trafic sur l'instance qui est down, et il va envoyer du trafic que sur les instances qui sont up. Donc vous ne devriez pas avoir d'interruption de trafic, mais si vous aviez des persistent connections, par exemple sur l'instance de trafic qui redémarre, bien évidemment, ces persistent connections vont s'arrêter et vont reprendre sur une autre instance. Donc, dans ces arguments, comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui sont plutôt, on va dire, statiques. La notion d'entry point, c'est pour dire à trafic quel port il va devoir ouvrir pour faire en sorte d'écouter dessus. Donc, on va créer des entry points. Donc, dans mon cas, j'ai créé 2 entry points, un sur le port 80, un sur le port 443. Je vais activer le TLS sur le port 443, donc ça va demander d'avoir du TLS forcément dessus. Et ensuite, on va commencer à déclarer des providers. Donc les providers, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les sources de données que Trafic va aller écouter pour faire en sorte de découvrir et de créer sa dynamic configuration. Donc j'ai créé un provider de type file. Ça, c'est plus pour la démo, vous expliquer un peu plus tard. Donc lui, son but, ça va être d'aller watcher un directory. S'il y a un changement dans ce directory, il va appliquer les changements et faire en sorte que la configuration soit à jour. On va avoir les notions de provider pour Kubernetes CRD. Kubernetes CRD, ça va être les ingress routes, toutes les CRD qui ont été introduits par Trafic pour faire du routing. Donc, on va aller écouter tous ces objets-là. Ensuite, on va activer la partie Gateway, Kubernetes Gateway. Donc, la feature est encore en expérimental. Donc, on a un petit flag supplémentaire qui dit « active-moi la feature ». Et après, on active le provider pour lui dire là, tu vas aller écouter tous les objets de type Gateway API, tu vas aller écouter tous les événements qui se passent dessus et tu créeras de la dynamique configuration en fonction de ces objets-là. Ensuite, on va activer la partie Kubernetes Ingress. Ce Kubernetes Ingress, lui, il va aller regarder tous les objets de type Ingress. Et on va lui définir une Ingress class, parce que c'est la bonne façon de faire aujourd'hui dans Kubernetes. Donc, par défaut, quand on ne lui en définit pas, il s'enregistre avec l'Ingress class Trafic. Et du coup, là, je l'ai spécifié pour montrer à quoi ça ressemble. On va activer le dashboard parce que ce qui est intéressant dans Trafic, c'est qu'il va y avoir un joli dashboard pour faire en sorte d'avoir une visu de ce qui est déployé, ce qui est routé par Trafic. La partie Metrics Prometheus pour faire en sorte d'autoriser mon agent OMS à aller scraper les metrics. Et ensuite, il y a la partie Certificate Resolver. Donc ça, c'est pour faire en sorte de générer des certificats Let's Encrypt si j'en ai besoin. Donc, je ne vais pas faire la démo là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui. Et vous pouvez voir, du coup, on retrouve les ports qui sont ouverts sur le conteneur. Il y a le port 80 parce que je vais pouvoir accepter du trafic de type HTTP. Et je vais avoir le port 443 parce que je vais pouvoir accepter du trafic sur le port 443 avec du TLS. Alors, je vois que tu n'as pas défini ici de request et de limit. Ce qui n'est pas bien dans Kubernetes, il faut le faire. Ce qui n'est pas bien. En termes de requests, tous les requests qui vont m'intéresser ici, la solution va nécessiter à minima combien pour bien fonctionner? Alors après, ça va vraiment dépendre de l'usage. Du volume qui va devoir être traité par Trafic, mais Trafic peut démarrer avec quelques mégas de RAM, quelques dizaines de mégas de RAM, mais pas plus. C'est un programme Go qui est assez léger. Et après, au niveau CPU, ça va dépendre si vous faites la terminaison TLS au niveau de votre load balancer Azure, ou au niveau de l'Ingress Controller, ou au niveau de votre service qui est en dessous. Parce qu'il y a plusieurs possibilités en fonction des besoins. Vous pouvez faire des terminaisons TLS, donc faire en sorte de vérifier que le certificat est valide, soit au niveau de l'Azure Load Balancer. Alors, on ne le fera pas au niveau de l'Azure Load Balancer, parce que c'est un L3, L4. Donc, nous, on ne fait pas de terminaison à ce niveau-là. Si on veut une terminaison SSL, ce serait une solution type Application Gateway, mais là, du coup, on serait, entre guillemets, en double utilisation de double reverse proxy l'un derrière l'autre, ce ne serait pas vraiment intéressant. Donc on va dire que là, ce serait soit la terminaison SSL se fait au trafic, soit elle se fait du coup au service derrière en pass-through.
Exactement, c'est ça. Donc, j'étais persuadé qu'on pouvait faire de la terminaison SSL sur load Non, balancer. parce que le load balancer, c'est un load balancer réseau bête et méchant, j'ai envie de dire. Donc, il fait la terminaison SSL, on la fera si effectivement on utilise un application gateway. Mais là, pour le coup, du coup, un application gateway est pilotable par un ingress controller. Donc là, ça fera un petit peu, de ceinture et bretelle dans notre cas présent. Oui, Voilà. tout à fait. Donc, ouais, Trafic demande très peu de ressources pour fonctionner. Après, en fonction de. Moi, j'ai vu des clients qui avaient besoin de puissance et qui avaient 10 nœuds ils avaient un pool sur AKS où il y avait 10 nœuds et chacun des nœuds avait un ingress controller et cet ingress controller mangeait toutes les ressources du nœud. Donc, ça fait comme si vous aviez un petit peu installé l'ingress controller à l'extérieur du cluster. Sauf que vous avez toute la souplesse de Kubernetes pour faire les rolling updates, etc. Bien sûr. Donc, c'est un choix qu'ils avaient fait pour gérer leur trafic. Il y a beaucoup de possibilités. Et ensuite, la définition d'un ingress class, donc ça, c'est relatif à Kubernetes, pour lui dire, tu vas créer un ingress class et le contrôleur, ça sera traffic.io ingress controller, simplement. Donc, cette ingress class va être référencée après au sein de mon ingress pour pouvoir fonctionner. D'accord. Là, tu nous as fait le mode déploiement, entre guillemets, en découpant bien l'ensemble des manifestes de YAML. Je suppose qu'il y a bien entendu, il doit y avoir également un chart Helm probablement qui permet de faire l'équivalent sans avoir à prendre chacun des manifestes. Ouais. Tout à fait. Il y a la possibilité d'avoir un chart Helm. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de Helm. Du coup, je préfère faire full YAML. J'ai l'impression d'avoir plus de contrôle que sur la chart Helm. Donc ça, c'est totalement personnel. J'approuve à 100%. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui du coup posent la question parce qu'ils veulent pas trop se poser de questions et ils préfèrent reprendre le chart officiel avec un exemple qui est toujours le même et puis ils se posent voilà. Mais voilà, je posais la question, savoir si effectivement il existait. Mais oui. Oui, tout à fait. C'est disponible, c'est open source et c'est sur le GitHub de Trafic. D'accord. Donc là, je vais vous montrer donc, cet objet qui est un ingress route. Cet ingress route va être utilisé pour faire en sorte d'exposer mon dashboard de trafic via le host dashboard.ank.demo.trafficlabs.tech. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire cette requête? Cette requête, on va mettre un petit commentaire. Donc, il va y avoir mon user. Ce user, il va envoyer la requête. Il va y avoir une résolution DNS, donc dashboard.ank.demo.trafficlabs.tech, qui va pointer sur le Azure LB. Ce Azure LB, il va envoyer ma requête à mon ingress controller, donc dans mon cas, trafic. Cette requête va être analysée et va me display le dashboard de trafic. Voilà ce que va faire cette route. Donc, vous avez vu que j'ai attaché ça à l'entry point web secure. Donc, ça veut dire que je veux absolument du TLS. J'ai déclaré une route. Cette route va être une route de type host, dashboard.nk.demo.trafficlabs.tech. Et ça, c'est un service, donc qui est un type qu'on a introduit nous, Traffic Service, qui va permettre, en fait, au lieu d'aller forwarder un service Kubernetes, d'afficher quelque chose, simplement. Est-ce que c'est... au tout début, tu as mentionné dans un des 4 produits Trafic Pilote, tu mentionnais que c'était du dashboard du monitoring. Est-ce que c'est ce service-là ou est-ce que c'est le dashboard intégré de Trafic plus basique, entre guillemets? C'est le dashboard plus basique qui est uniquement lié à l'instance de Trafic. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce dashboard, il va être pour une seule instance de Trafic. Si vous avez 10 instances de Trafic, vous allez avoir 10 dashboards différents. Et là, c'est là que la version entreprise va agir et va dire j'agrège le tout. Voilà. Exactement. La version entreprise, ce sont des trafics qui parlent les uns avec les autres. Donc, ils échangent les données, ils connaissent l'existence des copains. Et du coup, on va pouvoir avoir un dashboard agrégé et avoir un contrôleur qui pilote tous les proxys. Voilà un petit peu l'idée. Après, l'idée, c'est pas de faire de la pub pour Enterprise, donc j'en parle, je le mentionne. Et voilà, on n'est pas là pour faire. Non, mais c'est bien de savoir la différence, c'est-à-dire qu'à un moment, si on est une organisation où on a un besoin de monter à l'échelle et qu'on sait que de toute façon qu'on aura plusieurs instances, je veux dire, à un moment, il va y avoir l'agrégation de tout ça. Donc, soit effectivement, on passe par l'achat entre guillemets de la version entreprise parce que tout est packagé, soit effectivement on utilise, comme tu l'as montré tout à l'heure,
l'envoi de l'ensemble des métriques et des logs dans le puits de log Analytics et on se fait son propre dashboard, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais C'est effectivement, possible aussi. d'un côté, il y a il y a un peu de travail à faire parce que effectivement, on envoie les données dans un puits de log et puis après, bah, c'est à nous de les retraiter. Alors, on les retraite avec un dashboard Azure Monitor ou on les retraite avec du Grafana qui a une data source qui se connecte, là encore, à l'Azure Monitor. Tout à fait. Et cette dernière option, qui est la partie TLS, c'est pour dire que je vais avoir besoin d'un certificat TLS. Et under the hood, là où la magie va opérer, c'est que mon secret, pour simuler le fait qu'il soit, imaginons qu'il est dans l'Azure Key Vault. Alors, j'ai pas installé l'Azure, j'ai pas mis vraiment dans l'Azure Key Vault, hein, mais imaginons qu'il est dans l'Azure Key Vault et qu'on utilise le Secret Store CSI. On va pouvoir faire en sorte de créer des secrets. Et je devrais avoir un secret qui me permet, common, voilà, ici, c'est ce secret-là. Et ce secret-là, c'est mon secret qui est en fait qui est mon certificat TLS pour pouvoir exposer de manière sécurisée dashboard.nk.demo.trafficlabs.tech. Exactement, c'est un wildcard certificate sur étoile.ank.demo.trafficlabs.tech. Donc, je vais appliquer ce YAML, -f de traffic dashboard. Donc, il était déjà créé parce que je l'avais créé un petit peu en amont. Je vais switcher sur mon Chrome. J'accède à mon dashboard. Et là, vous pouvez voir que j'ai accès à mon dashboard. Alors, vous allez me dire, ton dashboard, il n'est pas sécurisé, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien, mais pour la démo, c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est beaucoup plus simple à gérer que de saisir des credentials. À savoir que ce dashboard, vous allez pouvoir le sécuriser. Donc, avec la partie trafic, avec soit un middleware de type basic auth, pardon. Donc, un user mot de passe très simple, soit via un middleware de type forward auth. Donc, vous allez pouvoir forwarder la requête d'authentification à un serveur d'authentification. Donc, il y a pas mal d'articles qui existent sur le sujet. Et avec la partie Enterprise se veut plus orienté sécurité. Vous allez avoir des middleware qui vont vous permettre de vous connecter à Azure Directory, par exemple, de vous connecter à un OpenID server, de gérer des authentifications basées sur des tokens JWT, de faire du HMAC. Donc, on va avoir pas mal de middleware sur la partie Enterprise qui vont vraiment être axés sur la sécurité et faire en sorte, par exemple, une application web que vous voulez sécuriser via de l'OpenID, vous allez pouvoir le faire en 5-6 lignes de YAML. Vous allez pouvoir sécuriser votre application vraiment très simplement. Okay. Bon, j'en retiens que Azure AD, si on veut une authentification intégrée avec Azure AD, il faut la version entreprise. Tout à fait. Mais du coup, là, si du coup on est avec Azure AD, on va bénéficier de la sécurité d'Azure AD en termes d'authentification, à savoir le support du MFA, le support de tout ce qui est FIDO, clé, etc., le conditional access, etc. Okay. Donc on peut vraiment se baser sur la solution cette solution est sûrement utilisée à d'autres endroits, donc on va pouvoir sécuriser des applications de cette manière-là, et c'est vraiment assez intéressant. Donc là, on arrive dans le dashboard, on retrouve quelques informations sur le routing. Donc on voit que moi j'étais du routing de type HTTP, donc j'ai des routeurs, des services et des middleware. Un routeur, pour faire simple, c'est pour dire comment la requête va être routée. Est-ce que c'est un routing basé sur du host? Est-ce que c'est un routing qui est basé sur du pass, sur du header, sur des query parameters? Voilà à peu près ce qu'on peut faire en routing. En fait, c'est la rule ingress dans Kubernetes. Exactement, c'est ça. Okay. Sauf qu'elle est un peu plus, en fait, elle va être un peu plus étoffée parce qu'on va pouvoir faire du routing basé sur du host et un pass ou un pass préfixe et un header particulier. On va pouvoir aller vraiment un peu plus loin dans le routing. La partie service, ça représente en fait ce qu'on nous on va appeler des services chez nous. C'est par exemple, je vais vous montrer celui de mon application qu'on va accéder tout à l'heure. C'est un agrégat de serveurs sur lesquels il va y avoir un load balancing qui va être fait. Donc en fait, ces informations, comment elles arrivent, ce service va être créé en fonction d'un service Kubernetes, pour être franc derrière. Et derrière ce service, il y a des endpoints qui ont été créés. Et là, on a la liste des 2 endpoints de mon application. Est-ce qu'au niveau de ces règles-là, tu peux commencer à faire des choses comme du split vert bleu ou canari? Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça se définit ou est-ce que c'est ailleurs? Alors, on va pouvoir définir il y a des choses qu'on va pouvoir faire au niveau des middleware et d'autres choses qu'on va pouvoir faire au niveau des services. Donc,
Le middleware il va être là pour un peu tweaker la request. Donc, si on veut ajouter un header, supprimer un header, faire du rate limiting, on va pouvoir. Alors, il y en a une liste assez importante. Je peux vous. C'est sur la documentation, trafic, slash trafic. Donc, il y en a une liste assez importante. Middleware. Donc, il y a des middleware de type HTTP, de type TCP. On va pouvoir jouer avec les préfixes, l'authentification, buffering, du circuit breaking, compresser les réponses, du coup, jouer avec les content types, de digest auth, etc., et faire du whitelist aussi pour faire de la sécurité, du rate limiting et faire des modifications dans les passes, etc. Voilà ce qu'on va pouvoir faire un petit peu avec les middleware. Et après, pour faire par exemple du canary, ça va être au niveau d'un service. Donc, pour faire du canary, par exemple, si on va faire bête et méchant, on va chercher dans la documentation, on va taper canary. Ah, alors, c'est pas canary, peut-être que ça s'appelle. Ça s'appelle weighted round robin, par exemple. La terminologie A/B testing aussi pour les équipes de dev. C'est ça, il y a différentes terminologies. Là, nous, le choix qui a été fait, c'est des weighting round robin. Et on va pouvoir faire en sorte de mettre des poids. Donc, on va pouvoir référencer des services Kubernetes. Donc là, c'est des services qui sont mis en dur, mais vous pouvez imaginer ici que vous référencez votre service Kubernetes, vous lui mettez un poids et vous allez pouvoir donner 50% à une application et 50% à l'autre. D'accord. Je suppose qu'on peut mettre des services avec des labels. Bah non, si c'est bon, oui, des services, oui, c'est bon. Je vais dire des services avec des labels. Des services Kubernetes, et en fait, du coup, ça va prendre le nom du service et du coup, ça va aller l'utiliser. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, mon dashboard, j'y ai accès. Je vous ai montré rapidement les fonctionnalités. Un dashboard qui est en lecture seule, où on va pouvoir retrouver les informations sur les routeurs, les services et les middleware. Un middleware est attaché à un routeur. Et si je rentre là-dedans, on va pouvoir voir, vous voyez, on a un entry point qui envoie sur un routeur. Ce routeur, il est attaché à cet entry point. Et après, ce routeur, il envoie sur ce service. Et si vous avez plusieurs services, parce que vous faites du blue-green, vous allez avoir plusieurs services qui apparaissent ici, tout simplement. Donc, je reprends mes petits. Et maintenant, on va déployer une application toute simple. On va y avoir un namespace, app, une application qui est un deployment avec un service pour pouvoir y accéder. J'ai 2 réplicas de ce service. Et ensuite, je vais créer des objets de routing. Donc là, pour l'exemple, je vous ai mis, je peux même le créer si je veux, c'est pas. Je vous ai mis l'exemple d'un ingress classique Kubernetes et d'un ingress route. Donc les deux choses font la même chose. Ils routent une requête entrante. Donc là, si le domaine c'est ingress.nk.demo.trafficlabs.tech, alors et que le pass c'est /, alors je vais envoyer sur mon service qui s'appelle app sur le port 80. Et cette ingress route permet de faire la même chose. Sauf que ici, si on veut par exemple attacher un middleware à cette ingress ici, on va devoir ajouter des annotations. Annotations, et on va pouvoir, il y a des annotations qui existent, on va pouvoir définir des annotations ici pour faire en sorte attach middleware, par exemple. OK. Par contre, ici, si vous voulez attacher un middleware, vous avez une propriété qui s'appelle middlewares et vous allez pouvoir lui donner le nom du middlewares, test, par exemple. Donc, ce middleware n'existe pas. Mais, donc, après c'est un choix de soit taper des objets natifs Kubernetes tels que le ingress en les tunant un petit peu parce qu'on doit mettre des annotations, ou alors de prendre un CRD qui est votre définition spécifique pour votre solution. Et dans ce cas-là, le YAML est attaché finalement à Trafic. Tout à fait. Par exemple, après, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est que, il y a quelque chose que vous allez pouvoir faire uniquement avec l'ingress route, c'est faire en sorte d'avoir routé un host, un pass et un header, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, l'objet ingress ne permet pas de router par rapport à un header. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc ça, c'est pas possible via un ingress classique. Par contre, ça sera possible via une ingress route. Par exemple, headers. Et le header, ça sera Toto, et la valeur, il faut que ça soit, c'est pas Titi. Et là, du coup, ça va faire en sorte que l'application soit accessible uniquement s'il y a ce host et ce header. S'il n'y a pas les deux, ça ne marchera pas. Et du coup, c'est pas possible sur un objet ingress classique. Donc, je vais enlever mes petits changements. Je vais
Alors, Ça, les deux, je suppose, peuvent faire conflit entre eux, entre faire un objet ingress et de faire un ingress route. On risque pas d'avoir un conflit, il va créer 2 règles du coup. il va créer deux règles, mais alors là, du coup, Là, c'est deux c'est règles qui ont des hosts différents, donc Ah oui, ça d'accord, posera pardon, pas de j'ai pas vu qu'il y problème. avait des hosts différents. Ok. Après, en fait, s'il y a deux fois la même règle, je me rappelle plus comment c'est stocké dans le La code, première qui mais match s'applique, hein, en général, voilà, la c'est ça. première qui match prend, et du coup, après, c'est pas tout, ça peut ne pas toujours être la même, parce que par exemple, si c'est une map, une map, on garantit pas l'ordre, alors qu'une liste, on garantit l'ordre. Voilà, ça dépend, je me rappelle plus de l'implémentation qu'il y a derrière. Donc là, j'ai appliqué mes changements, et là, du coup, au sein de mon dashboard, je devrais voir un nouveau routeur qui s'appelle Ingress ANK, qui est disponible, et j'en ai un autre qui doit s'appeler Ingress Route. Alors, le Ingress Route, il apparaît pas. Je sais pas si tu as sauvegardé ton fichier tout à l'heure. Si. Tu as sauvegardé le fichier quand tu l'as modifié ici. Ouais. Ah, mais c'est parce que voilà, c'est ça. Donc là, je fais le changement, j'applique mes YAML, et en fait, vous allez voir que en appliquant les YAML, ça devrait arriver. Hein, c'est bizarre. On va avoir un petit effet démo. Ça serait marrant. K log de trafic. Add outgoing tracing name. C'est bizarre, je le vois pas. Bref, anyway, c'est pas grave, on va jouer avec l'ingress. Je vais vous montrer qu'on peut y accéder. Donc là, vous voyez que j'ai accès à mon application. Donc aujourd'hui, j'ai qu'un pod qui est disponible. Le load balancing, il est pas. Je vais scale up pour montrer que le load balancing fonctionne. K scale -n de app deployment app -, scale. C'est pas ça. Réplica 5. Donc là, je scale à 5. Au sein de mon dashboard, on devrait voir que pour celui-ci, ici, maintenant j'ai 5 réplicas. Et du coup, si je rafraîchis ma page, on voit que les IP changent, le nom du conteneur change. Donc j'ai bien un load balancing qui a lieu. Alors parfois, le load balancing avec deux nœuds, en fonction, ça peut venir du navigateur, et en fait, il va tendance à renvoyer toujours sur le même. C'est pour ça que j'ai mis un nombre plus important. Voilà un peu pour la partie load balancing, définition d'un ingress et d'un ingress route. Donc malheureusement, l'ingress route n'a pas fonctionné. On va regarder maintenant la partie ingress gateway, parce que je trouve ça très intéressant ce qui a été proposé par Kubernetes. Donc les ingress gateway, donc là je suis dans mon dossier de trafic, ici. J'ai des CRD, donc ça ce sont les CRD qui sont fournis par la communauté Kube. Donc ce sont les nouvelles ressources qu'on va pouvoir créer. Donc on a des notions de gateway class, gateway, HTTP route. Je vais vous montrer un petit schéma juste après. On va devoir donner des droits à trafic d'aller watcher ces différentes ressources, donc gateway class, gateway, HTTP route, TCP route, TLS route. Et ensuite, je vais devoir créer une gateway class, un petit peu dans l'idée de l'ingress class, mais là, c'est la gateway class qui est définie pour faire en sorte que trafic l'utilise pour exposer les objets qui sont attachés à cette gateway class. Important de bien préciser ici, hein, ce dont on parle là, pas pour de la production aujourd'hui, hein, V1 alpha, au niveau des API, c'est pour tester. C'est pour tester, tout à fait. C'est quelque chose qui est très prometteur, et je pense que d'après ce que j'ai compris, ce qu'on a compris avec les gens de Microsoft, de Google avec qui on travaille sur le sujet, c'est quelque chose qu'ils aimeraient embarquer dans Kubernetes dans des prochaines versions. Donc ça sera sûrement le futur du routing dans Kubernetes by default. D'accord. Donc ces objets je les ai déjà créés au niveau de la partie trafic pour créer les CRD, le airback et la gateway class. Donc ça a été créé. Et ensuite, mon application, pour pouvoir l'exposer, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme objet? On va créer un objet de type gateway. Donc cette gateway, on va lui donner la gateway class name, donc celle qui a été créée précédemment. On va définir des listeners.
Donc, pour l'exemple, j'ai juste défini le listener HTTPS. J'ai gardé le second HTTP de manière cachée, en commentaire, pardon. Et ensuite, on va définir le entry point, le listener HTTPS. Il va utiliser un certificat qui se situe à tel endroit. Donc, le certificat, moi, il est stocké dans un secret cube, mais vous pouvez imaginer le stocker dans n'importe quel type d'objet. Comme vous pouvez voir, ils ont donné la possibilité de référencer à peu près n'importe quel objet Kubernetes. Donc, ça donne beaucoup de souplesse et beaucoup de possibilités. Et ensuite, on va attacher les routes. Du coup, cette route va être un kind HTTP route qui est déclaré juste en dessous. Dans un namespace, je vais lui dire que c'est dans le même namespace et je lui mets un label selector. Donc, ça ressemble quand même un petit peu à l'ingress, mais avec quelques notions supplémentaires. Et ensuite, on va pouvoir créer notre HTTP route. Donc, cette HTTP route, elle a un nom dans un namespace, elle a un label. Je vais lui définir un hostname, un ou des hostnames. Je vais lui définir des matches. Donc, si le exact pass, si le pass est /exact, alors je vais envoyer sur mon service Kubernetes qui s'appelle app sur le port 80 avec un poids de 1. Et je vais créer un second match. Si le préfixe est /, alors je vais référencer un service qui est de type groupe traffic.container.us traffic service. Et le service s'appelle legacy @file. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce fichier? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc-là, il a été, je l'ai créé dans un fichier TOML et je l'ai déployé sur mon trafic. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait à cet endroit-là. Allez, VS-Code. J'ai créé une config map. Cette config map, elle va me permettre de créer un fichier qui s'appelle legacy.toml où j'ai défini un routeur et un service. Et en fait, dans la définition de mon HTTP route, je vais référencer un service trafic qui a été déclaré sur un autre provider. Donc, vous pouvez vous imaginer un petit peu tout ce que vous allez pouvoir faire pour faire de la migration, pour faire en sorte de gérer des choses un petit peu legacy, etc. Vous allez pouvoir référencer peut-être des choses statiques et faire en sorte, grâce au routing dynamique qui est proposé par Kubernetes, faire en sorte d'exposer ces applications-là. Donc, c'était un petit peu l'idée de ça et vous montrer que c'est possible de le faire. Ça a quitté ma ressource. C'était possible de vous montrer que c'était possible de faire des choses un petit peu farfelues, on va dire, qui vont vous permettre de résoudre des problématiques diverses et variées. Donc, je crois qu'elle est déjà déployée, mais je vais la redéployer. App Gateway API. Donc, elle était déjà déployée. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon dashboard? Donc, je vais dans mon routeur. J'ai un gateway ici avec /exact et un pass préfixe. Donc, si ça n'a pas copié, si je vais sur cette URL avec un /exact, je vais arriver sur mon application exact. Je vais arriver sur mon appli. Ah non, mais je l'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais avoir un deuxième effet démo. C'est beau ça. Parce que là, justement, je pense qu'on rentre dans le cas où mes deux règles rentrent en conflit et du coup, ça ne marche pas. Donc, il faudrait que je m'amuse à mettre des priorités. Je ne sais pas si c'est possible de mettre des priorités sur les HTTP routes. C'est pas très grave. On a compris l'idée. Voilà, l'idée. Et puis, ce qu'on a à retenir derrière, c'est que effectivement, c'est pour moi la plus importante, c'est que la notion d'ingress est en train de changer dans Kubernetes ou va changer, et que ça vaut le coup de se poser la question, de regarder un petit peu ces gateway API et de savoir effectivement que le trafic le gère déjà. C'est plutôt, pour moi la partie la plus importante à retenir de tout ça. Après que la démo ait un problème, c'est pas un souci. Rappelons encore, effectivement, on est sur un stade actuellement très expérimental, vu que c'était l'alpha 1 et que là, d'après ce qui est écrit, l'alpha 2 va arriver. Donc, tout à fait. Vraiment qu'au début. Donc, les objets en alpha 2 vont arriver. Donc, ça avance quand même relativement vite, hein, parce que ça, c'est sorti il y a quelques mois, il n'y a même pas quelques semaines, je vais dire, en alpha, et ils sont déjà en train de préparer l'alpha 2 et même de préparer la suite. Donc, c'est quelque chose qui avance beaucoup. Il y a beaucoup d'efforts de la part de grosses compagnies telles que Microsoft, Google ou Red Hat qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris à la légère et qu'ils ont vraiment envie de faire avancer. Toujours dans
dans ce qu'on appelle le futur, voilà, pour le coup, un futur un peu plus proche. On entend parler, beaucoup, beaucoup. Alors, on voit un peu moins sur le terrain, mais là encore, parce qu'on parle d'un futur qui est proche, de service mesh. Donc les service mesh, c'est dès qu'on parle de réseau et de choses un peu compliquées en termes de routing, de tracing, de patterns, de type circuit breaker, canary, et cetera. Le terme service mesh arrive souvent. On parle également, dès qu'on parle d'authentification et de sécurité dans les microservices, on parle de service mesh. Et du coup, depuis, on va dire 2 ans, oui, de bonnes années, on va dire que c'est vraiment un terme qui est beaucoup à la mode dans le monde Kubernetes, qu'on retrouve également du côté Azure comme chez nos concurrents. Et globalement, effectivement, il y a 2 grands noms qui ont sorti au départ du lot en termes de solutions de service mesh. D'un côté, Istio, coproduit ou co-créé à l'origine par effectivement Google, Google, IBM et puis Lyft qui ont amené la partie data plane avec Envoy. Et puis on a un deuxième acteur, on va dire, connu qui est lui à la CNCF, à la Cloud Native Computing Foundation, qui est Linkerd. Mais en fait, comme tu l'as montré au tout début, vous avez également un service mesh qui est peut-être un peu moins connu effectivement parce que il n'est pas apporté par des grands noms comme effectivement Google ou IBM. Mais vous avez donc une solution qui s'appelle Mesh, je sais pas comment tu le prononces. Mesh. Mesh. Alors, et maintenant, ça s'appelle Traffic Mesh. À la base, ça s'appelait, on l'avait appelé MAESH pour garder le AE lié de trafic, qui est vraiment très français. Et du coup, on a essayé de mettre ça dans la majorité de nos produits. Mais après, pour des problèmes de prononciation, il a été fait le choix, niveau produit, de renommer Traffic en Traffic Proxy, Traffic Enterprise en Traffic Proxy for Enterprise, Traffic Mesh, comme on le disait avant, en Traffic Mesh, pour garder quelque chose de plus homogène et plus simple à prononcer. C'est vrai que c'est plus simple à prononcer, ouais. On a un service mesh qui s'appelle Traffic Mesh, qui est sorti maintenant il y a je pourrais plus dire exactement la date, mais ça doit faire bien pratiquement 1 an et demi, 2 ans qu'il est disponible. Alors il est un peu différent de nos compétiteurs, tels que Istio, Linkerd, parce que le choix qui a été fait, je vais vous montrer un petit schéma. Je pense qu'on en a un ici. Voilà, ici, parfait. En fait, l'idée de Traffic Mesh, en fait, on se veut moins invasif que nos amis de Istio et de Linkerd, parce que nous, on ne va pas injecter des sidecar proxy au sein de chacun des pods. L'idée qu'on a eue, c'est de se dire on a des super composants qui existent dans un cluster Kubernetes, notamment Core DNS qui existe. Et du coup, on s'est dit pourquoi on leveragerait pas, on n'utiliserait pas Core DNS pour arriver à faire en sorte d'implémenter un service mesh sur une base de trafic. Donc, on a commencé à tester un petit peu, à faire des choses. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt pas mal. Alors, il y a quelques limitations, ça, je vous l'accorde. Je vais vous parler tout de suite des limitations. La première limitation, la plus grosse limitation de mesh aujourd'hui, c'est le MTLS entre des pods. Étant donné qu'on ne fait pas de sidecar proxy au niveau des pods, donc si on veut connecter le pod B avec le pod D, sans sidecar proxy, pour faire du MTLS, c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il y aurait des solutions, mais très complexes et qui demanderaient beaucoup de choses à changer dans l'infrastructure, ce qu'on ne souhaitait pas. Du coup, pour l'instant, on a fait le choix de ne pas du tout implémenter le MTLS entre nos pods. Par contre, tout ce qui va être circuit breaking, autorisation, monitoring, tracing, ce sont des choses que Traffic Mesh peut apporter. D'ailleurs, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Traffic Mesh, c'est un des premiers, voire le premier, à être SMI compliant. Donc, je pense que vous connaissez bien SMI. C'est une question que j'allais poser. Service Mesh Interface, qui est une interface normalisée, enfin standardisée, qui permet du coup de faire une abstraction entre les besoins qu'on a en termes de mesh et la solution de mesh qu'on utilise en sous-jacent. Tout à fait. Donc là, l'idée de la Service Mesh Interface qui est poussée par Microsoft, d'ailleurs, on a travaillé avec certains de vos collègues pour justement travailler sur la définition de cette interface. L'idée, c'est de dire, on va mettre en place une interface, donc on va fournir des CRD qui permettent de déclarer comment le service mesh va fonctionner, comment la communication entre les éléments du service mesh va fonctionner, donc avec différents CRD que vous devez installer au sein de votre cluster Kubernetes. Et derrière, le service mesh va aller lire ces éléments et configurer ces communications, se configurer pour faire en sorte d'autoriser les communications comme c'est demandé dans la spécification.
comme vous l'avez spécifié. Donc, Traefik est compatible entièrement avec cela. Et l'idée de Traffic Mesh, c'est de se dire, je ne veux pas un sidecar proxy par pod, mais on va avoir un Traffic Mesh par nœud Kubernetes. Donc, on va avoir un daemon set qui va fonctionner. Et quand il va démarrer, il va patcher CoreDNS pour lui dire, OK, tout ce qui va arriver en traffic.mesh, et ben en fait, tu vas le résoudre différemment. Et au lieu de, par exemple, je vais vous donner un exemple, dans un service classique Kubernetes, le pod B qui va accéder au pod D, il va faire pod d.namespace.svc.cluster.local. Donc là, il va accéder via un service kube classique, donc sans passer par le service mesh. Et si par exemple le pod B veut passer par le service mesh pour contacter le pod D pour avoir toutes les autorisations, etc., il va faire pod d.namespace.traffic.mesh. Quand il va faire cette demande-là, il va demander à CoreDNS de faire la résolution. CoreDNS ne va pas lui donner l'IP du pod D, il va lui donner l'IP de Traffic Mesh. Et du coup, la requête va passer sur Traffic Mesh, que vous voyez ici, et hop, va être forwardée sur le pod D. Donc, ça va permettre d'ajouter du tracing, du monitoring, de l'access control, du routing un peu plus custom si besoin, du canary, des choses comme ça s'il y a besoin, ce que définit la spécification SMI, pour faire en sorte d'y accéder. Ouais, c'était exactement en fait, ça ressemble fortement en fait à l'implémentation 1.0 de Linkerd, qui à l'origine n'était pas basée sur une approche de type data plane distribuée, où effectivement on avait des sidecars qui étaient injectés dans chacun des pods pour assurer le reverse proxy à l'échelle de chacun des pods. Et effectivement, à l'origine, Linkerd 1.0 effectivement était une solution qui s'installait entre guillemets, qui avait un composant par node Kubernetes, ou pas que Kubernetes, ça marchait ailleurs. Et effectivement, après ils ont changé leur design, mais on comprend effectivement que votre design comme ça, il est moins invasif, parce qu'effectivement, là ça va quand on a 6 pods, mais il faut imaginer que si on a 50 pods, ça veut dire que si on a de l'Istio de Linkerd ou de l'Open Service Mesh, on va injecter en fait autant de pods, Envoy ou autre, voilà, parce que Envoy c'est chez Istio ou chez Open Service Mesh, et chez Linkerd, je ne me rappelle plus du nom du data plane, mais c'est pas grave. Mais c'est un data plane spécifique à Linkerd, et effectivement, ça peut rapidement faire un overhead qui est relativement assez important. Alors qu'ici, pour le coup, à part le fait qu'on va avoir un gros pod de trafic mesh par node Kubernetes, on ne va pas démultiplier, quoi. Voilà. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que vous allez me dire, mais si le traffic mesh du node 1 tombe, et ben en fait, ça c'est un daemon set. C'est un daemon set, donc il va redémarrer, mais aussi en fait pendant le temps qu'il redémarre, pour X raison, s'il tombe, et ben il va pouvoir aller redémarrer, il va pouvoir accéder au Kubernetes node 2, le pod B. Donc il va toujours passer par le service mesh. Donc ça se veut un peu moins invasif, comme tu le disais. Du coup, alors je sais que Istio et Linkerd sont vachement améliorés sur la consommation CPU et mémoire justement des sidecars. Ouais. Du coup, c'est beaucoup plus performant qu'avant. Je ne sais pas aussi si vous avez entendu parler du move de Istio sur ils avaient plein de petits composants et maintenant ils ont tout remis au sein d'un seul et même composant, Istio D de mémoire, si je ne me trompe pas. Et l'approche est assez intéressante parce que comme tu le disais, si tu as 50 pods, tu auras tes 50 pods, mais dans chacun de tes pods, tu auras 2 conteneurs. Le conteneur qui permet de faire le reverse proxy et le conteneur qui est ton application. De plus, ça joue avec les IP tables, Linkerd et Istio. Du coup, alors je vais pas dire que c'est pas possible parce que je n'en suis pas certain, mais je pense que c'est très compliqué de faire en sorte de migrer de manière smooth vers le service mesh. C'est un peu, pour moi, comme je vois les choses, c'est un peu un big bang. Et du coup, en fait, vu qu'on met un sidecar proxy qui va gérer toutes les connexions entrantes et toutes les connexions sortantes, c'est beaucoup plus compliqué de migrer de manière smooth sans service mesh vers un service mesh. Après, il y a des injecteurs qui vont faire. Ouais, c'est vrai. Après, parce que, comme je disais, beaucoup de monde en parle. Dans la réalité, alors, du point de vue de nous, des partenaires ou des clients qu'on a pu voir avec Nicolas,
Je vais dire que c'est un épiphénomène dans le sens où, ouais, tous les gens en entendent parler et se disent: «Ouais, c'est cool», parce qu'effectivement, ça répond à différents problèmes, hein, le service mesh, hein. Ça répond à mieux gérer les trafics, mieux les sécuriser, mieux les tracer, et cetera. Mais derrière, ça apporte effectivement cette simplicité qui pourrait être apportée, entre guillemets, en se disant, ben, le développeur se pose plus la question s'il y a du TLS ou pas, le développeur se pose plus la question du pattern circuit breaker parce que c'est fait automatiquement par le mesh, et cetera, et cetera. En fait, on déplace juste, en fait, le problème ou la responsabilité de ces choses-là à d'autres personnes, en fait, qui sont les gens qui gèrent le service mesh, et on rajoute aussi une couche, d'abstraction, supplémentaire sur le réseau qui fait que au moment où on a un problème, est-ce que le problème vient de l'application? Est-ce que le problème vient du service mesh? Est-ce que le problème vient du réseau? Est-ce que le problème vient de l'infrastructure sous-jacente? Et ça peut devenir assez compliqué. Donc c'est plutôt réservé le service mesh pour des organisations qui sont, assez en avance techniquement et qui ont une maturité, supérieure à la moyenne, sur ces technologies-là. Donc le fait effectivement ici que vous faites peut-être moins de choses, et que vous le faites pas de la même manière que les autres, peut être intéressant du point de vue aussi de la simplicité. Le point important pour moi qui est important ici, c'est le support de SMI. Parce que le SMI, il a quand même pour but, après de dire, OK, tous les services mesh font la même chose, enfin ont un tronc commun, après chacun a ses spécificités. Et du coup, on peut se dire, si j'ai besoin d'avoir, je sais pas, du circuit breaker au niveau de mes solutions, ou du tracing, globalement, toutes les solutions de service mesh le proposent. Le fait de le déclarer en SMI fait qu'on peut choisir après et switcher d'une solution à une autre derrière. De la même façon qu'aujourd'hui, le ingress, c'est quelque chose d'abstrait qui permet derrière d'avoir différents ingress contrôleurs. Donc c'est clairement le fait que vous supportiez SMI est pour moi un gros point positif par rapport au futur. Euh, et le fait peut-être que ce soit moins compliqué, ça peut être aussi un ticket d'entrée qui est plus intéressant pour les gens qui veulent commencer à utiliser ce genre de techno sans pour autant avoir quelque chose de très complexe. Là encore, hein, Istio est excessivement et très très puissant. Donc les gens qui racontent les belles histoires, il y en a aussi beaucoup qui racontent des mauvaises histoires et qui disent on a souffert parce que ça reste des produits qui sont encore jeunes, qui font des choses très complexes dans un environnement qui déjà par définition l'est. Kubernetes est assez complexe sur le sujet. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez des clients qui commencent à utiliser euh, trafic mesh, du coup, dans des environnements de production? Aujourd'hui, à ma connaissance, aujourd'hui, pour information, Traffic Mesh, il est packagé avec Traffic Enterprise. Donc, quand vous déployez Traffic Enterprise, vous avez la gestion de l'ingress et la gestion du service mesh, si vous le souhaitez, au sein d'un cluster Kubernetes uniquement. Du coup, donc nous, on fait pas de multi-cluster, etc. C'est vraiment pour l'instant au sein même d'un seul et même cluster. Je vous parlerai après des solutions qui existent pour faire du multi-cluster. Aujourd'hui, non, à ma connaissance, on n'a pas de clients qui utilisent Mesh en production. Parce que, comme tu l'expliquais, il y a eu un peu la hype du service Mesh. Et après, il y a des gens qui sont partis sur Istio parce que Istio, c'est une solution qui fonctionne très bien, qui fait du service Mesh, de la gestion d'ingress, de la gestion d'égress aussi. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils sont assez bas niveau, du coup, ils peuvent se permettre de gérer toutes ces parties-là. Du coup, non, à ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas de clients qui utilisent Traffic Mesh en production. Mais là encore, comme moi, on a plusieurs acteurs français, qui sont d'ailleurs certains de vos clients nous ont consulté pour justement faire des POC sur des services Mesh, Traffic Mesh, qui sont en cours. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour plus que ça. Mais voilà, je le dis, je ne sais pas pour toi Nicolas, j'engage que moi dans ce que je dis, mais on entend beaucoup parler de service mesh au sens général. Effectivement, tout le monde connaît de nom Istio, machin, mais dans la réalité, effectivement, au-delà des environnements encore de POC ou d'Event, etc., on voit encore assez peu finalement. Moi, j'en ai pas vraiment vu qui utilisaient encore en prod des services mesh et qui avaient la confiance dans leurs compétences à opérer la chose. En fait, ce qui pourrait être du coup un argument assez intéressant par rapport à votre solution, qui peut-être fait un peu moins de choses, par exemple, que Istio, mais qui du coup est beaucoup plus simple en termes de topologie de déploiement et de compréhension dans la solution. Ouais. C'est exactement ça. C'est vrai que je te rejoins. Là. Moi, j'ai plus une vision avec les éditeurs logiciels et c'est vrai que tous ont en tête le mesh, ont les quelques produits, mais très peu
font de la prod avec. On teste, on regarde ce que ça fait, on regarde ce que ça nous apporte, est-ce que ça a une valeur ajoutée significative par rapport à la complexité que ça peut amener en plus par rapport à la maintenance d'une plateforme de production. Donc c'est vrai qu'une solution basée sur des standards et simple à mettre en œuvre peut être extrêmement pertinente. Ouais, on croit beaucoup en SMI qui devrait populariser un peu le service en le simplifiant. Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez si SMI a aussi pour but de gérer la communication cross-cluster, donc entre deux clusters Kubernetes différents? Pas à ma connaissance aujourd'hui. Là encore, je suis pas un expert des SMI. Mais pour l'instant, le but du SMI, c'est déjà d'avoir un tronc commun minimum, entre guillemets. Et là, déjà, quand on regarde les différentes solutions sur le marché, elles sont pas encore focalisées à faire du multicluster. Le multicluster, c'est encore un autre problème en fait derrière. Donc il y a des acteurs comme par exemple HashiCorp avec Consul Connect qui sont dans cette approche-là effectivement de permettre de la communication multicluster. Parce qu'en fait, ils ont Consul aussi derrière. Voilà, Bien sûr. il y a des choses qui expliquent des choses, et puis l'interconnexion avec des environnements hors Kubernetes et des choses dans Kubernetes. Mais je crois que c'est pas le focus aujourd'hui principal. Là encore, je pense que tous les acteurs des services mesh essaient déjà de faire fonctionner le truc bien correctement et que ce soit adopté pour de vrai dans les clusters Kubernetes avant de gérer ça. Donc, je crois que c'est pas dans les chantiers, en tout cas, c'est pas dans les priorités du chantier SMI aujourd'hui, hein, le multicluster. Là encore, sous réserve de mes connaissances sur le sujet. Voilà. Ça marche. Merci, Stanislas. En parlant de Consul Connect, Trafic vient d'annoncer un partenariat avec HashiCorp, premièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait une intégration avec Consul Connect, Service Mesh et Trafic 2.5. Donc, c'est quelque chose qui est sorti il y a très récemment, il y a à peine un mois, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, Trafic peut se connecter à Consul Connect, Service Mesh, pour faire en sorte justement de faire la partie multi-cluster, cross-cluster, pardon, le networking cross-cluster et les communications entre le cluster A et le cluster B. Donc, il y a tout un article qui est assez intéressant sur le sujet, qui a été écrit par un de mes collègues, qui donne un exemple assez classique de comment le faire. Donc, si vous souhaitez y jeter un œil, c'est sur traffic.io/blog et vous verrez, c'est dans les premiers articles. Tu nous donneras l'adresse et je le mettrai dans les commentaires de cette vidéo. On a vu pas mal de choses, j'ai l'impression qu'on a parlé. C'est plutôt bien. Juste tout à l'heure, tu nous as parlé, je vais revenir sur Azure, tu nous as parlé que tu prenais les métriques et les logs de tes trafics et que tu les envoyais effectivement dans Azure Monitor Logs. Tout à fait. Alors, hop, j'ai mon petit onglet Azure qui est ouvert. Donc, comme je vous l'expliquais, les métriques, elles ont été collectées par l'agent, elles ont été injectées directement dans Monitor Logs. Donc, vous pouvez voir que là, je me suis amusé à requêter les Insight Metrics. Alors, j'ai parsé les tags, j'ai fait des extends pour créer des propriétés, par exemple entry point, code, adresse, et ensuite, j'ai requêté le namespace Prometheus. Et alors, pour avoir que celle de trafic, parce qu'il y a beaucoup de métriques qui sont remontées, j'ai filtré. Alors, de cette manière-là, c'est peut-être pas la plus propre, mais comme ça me permet d'avoir toutes les métriques qui ont trafic de sélectionner. Alors, je les render en table pour avoir une vue. Et comme vous pouvez voir, par exemple, on peut voir qu'il y a eu une requête web secure sur l'entry point web secure. Il y a eu une 304. Et après, on a plusieurs informations sur le nom de la métrique exact, la valeur de la métrique, et on a des informations dans les tags. Donc là, vous pouvez imaginer vous faire des dashboards sur à peu près tout ce que vous voulez, le nombre de requêtes par seconde, le temps de requêtes en fonction des codes retour, des choses comme ça. Donc vous allez pouvoir imaginer beaucoup de choses, le nombre d'open connection, le nombre de fois que la configuration a été rechargée dans Trafic, tout ce genre de métriques, celles qui sont fournies en fait par Prometheus. Donc là, ici, tu as utilisé le langage de requête
natif d'Azure Monitor Logs, qui est du Cousteau, hein. Tout à fait. Donc on peut également du coup imaginer avoir effectivement l'ensemble des informations qui sont envoyées par trafic, enfin qui sont scrappées par l'agent OMS vis-à-vis de trafic et envoyées dans Azure Monitor Log, et ensuite faire, si on veut, un dashboard ou l'intégrer avec d'autres dashboards qu'on a déjà, utiliser par exemple du Grafana qui aura un connector, qui a un data source qui s'appelle Azure Monitor et qui va du coup prendre les requêtes ou les métriques qui sont disponibles et les afficher du coup dans un dashboard, on va dire Grafana tout à fait classique. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment assez intéressant parce que du coup, grâce à des outils tels que Prometheus et l'agent qui tourne sur le cluster, on va pouvoir vraiment avoir un endroit centralisé pour stocker toutes ces informations et, comme tu l'expliquais, utiliser des outils encore open source pour accéder à ces données et les displayer à nos différents utilisateurs. Donc c'est vraiment très intéressant. On pourrait même imaginer corréler ça avec les données qui peuvent provenir de l'Azure Load Balancer pour voir qu'est-ce qui prend du temps. Est-ce qu'il y a un peu de temps qui est passé dans l'Azure Load Balancer ou c'est plus sur trafic, etc. On va pouvoir vraiment imaginer beaucoup de use cases possibles. On peut coupler ça également avec Application Insight qui va permettre effectivement de faire toute la partie télémétrie des applications. Donc là encore, l'idée derrière, c'est on peut utiliser effectivement des solutions externes à Azure dans des environnements tels que Kubernetes. Et néanmoins, après, tout rassembler, l'ensemble des composants et leurs métriques et leurs événements dans un même endroit, et après travailler dessus pour avoir une vue complète, entre guillemets, de où peut se passer le problème, et d'avoir du coup l'ensemble des traces au même endroit. Et Exactement. voilà, c'était bien là. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire avant de clôturer ce magnifique épisode? Moi, je pense que j'ai fait le tour sur tous les sujets que je voulais aborder. Je D'accord. tenais déjà à vous remercier tous les deux, tous les trois. Oui. Il y a un absent, mais on pense fort à lui. Il a Merci fait partie de m'avoir. l'organisation, donc oui, il était Exactement. partie Donc, prenante. merci à tous les trois de m'avoir invité, d'avoir échangé avec moi sur le sujet trafic. J'espère que ça vous a plu et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Et à bientôt pour le prochain épisode, le mois prochain d'Azure Newscast, où on devrait retrouver Alex et pas mal de nouveautés côté AKS. Bonne journée, n'hésitez pas à vous inscrire sur la playlist ou la chaîne, et les liens sont quelque part par là ou par là. De toute façon, j'ai jamais su En faire dessous de la vidéo. Non, en dessous. Ah oui, les liens sont sous la vidéo, bien entendu. Mais voilà. À bientôt, au revoir.